toutes et tous, merci d'être là. Merci au MHP pour l'organisation. Merci également au laboratoire Rentier et aux modérateurs. Moi, je suis chirurgien plasticien et chirurgien de la main. Je travaille au MHP et au SOS Main notamment. Alors, SOS Main, c'est une entité dans laquelle on fait à la fois de la prise en charge des urgences, mais aussi de la chirurgie programmée. Et la petite particularité par rapport à ce que le docteur Tinet a dit au début sur les plaies chroniques, c'est que dans la chirurgie de la main, si on a une plaie chronique, c'est habituellement un problème. La main, elle a pour objectif la fonction. Plus longtemps on va avoir une plaie sur la main, moins on va avoir de fonction. Donc on va majoritairement voir ici des plaies aiguës, puisque on est moins à même de voir des plaies chroniques dans notre service, même si on les prend en charge, mais suivant les mêmes principes que les plaies aiguës. Alors ça, ce sont les chiffres sur les urgences. Alors, en France, sur les derniers référencements, il y a 1 400 000 plaies de la main par an qui ne nécessitent pas toutes un passage au bloc opératoire, mais qui sont toutes potentiellement à l'origine d'une perte de substance, d'une plaie de structure noble. C'est énorme en termes de conséquences au quotidien, puisque vous voyez qu'il y a 25% des journées de travail perdues en France qui sont liées à une plaie de la main, en tout cas un traumatisme du membre supérieur. Pour l'ICMMS, qui est la structure dans laquelle je travaille au sein du MHP, c'est 14 000 patients opérés par an. Alors, effectivement, il y en a un peu plus de 10 000 sur le MHP. Ça combine le programmé et les urgences, puisque les urgences, c'est à peu près 6 500 urgences du membre supérieur, et donc qui sont toutes prises en charge au SOS Main, du Medipôle, au MHP. Alors, les types de prise en charge en urgence, il y en a plein. Toutes ne vont pas pouvoir aboutir à une plaie qui va avoir une conséquence sur une perte de substance. Par exemple, ça peut être une luxation, le doigt déboîté. On ne va pas se dire qu'il va y avoir une perte de substance, même si elle est ouverte. Ça ne va pas forcément déboucher sur une perte de substance, il suffit de réduire et ce sera très simple. Un corps étranger, vous allez avoir ce corps étranger sur la radiographie qui est tout simple, mais il peut s'associer à une fracture ouverte, à une plaie de tendon. Pour autant, on voit mal comment forcément on aura une perte de substance associée. Sur les infections, les morsures, on va avoir des dommages tissulaires. Alors l'image passe moins bien sur un écran projeté, mais ici ce sont des tissus qui sont tous infectés. À partir du moment où les tissus sont infectés, il va falloir les enlever. Donc là, on va comprendre qu'il va y avoir une conséquence sur une éventuelle perte de substance qui va être aiguë, et si on ne la prend pas en charge, elle devient chronique. Une plaie simple, elle va être prise en charge simplement, et elle va avoir normalement des suites simples et donc pas de perte de substance. La plaie complexe, elle, par contre, elle va pouvoir déboucher sur une éventuelle perte de substance. Pareil pour les brûlures. La brûlure, le tissu va être à enlever s'il est trop lésé, et donc on va créer une perte de substance en enlevant la brûlure. Ça peut être des amputations, le membre ou le doigt est enlevé. Pour autant, on va voir après que ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser dans le diaporama. Et puis les délabrements extrêmes, là la question de la perte de substance, elle se pose, mais en réalité c'est une question accessoire, puisque le principal au niveau du membre supérieur, c'est la fonction. Là on comprend bien que la fonction, elle est remise en question, donc la perte de substance est également à prendre en relatif. Alors perte de substance, ça va être en réalité assez fréquent au niveau de la main. Pourquoi? Parce que vous avez ici, c'est une coupe anatomique d'un dos de main. Vous avez la peau, vous avez l'endroit où circulent les vaisseaux au dos de la main, et vous avez une petite membrane qui protège les tendons. Vous voyez les tendons qui sont juste dessous. Ces trois couches-là représentent à peu près, en fonction bien sûr de la morphologie des gens, mais sur moi par exemple, ça doit représenter à peu près 2 à 3 mm. Donc on va avoir une très faible couche de protection de tissu mou, comme la peau et la graisse, avant d'arriver sur les tendons. Or, au niveau de la main, on va avoir ce genre d'outils qui vont pouvoir créer des dégâts, et donc on comprend bien que rapidement, il va y avoir un potentiel problème, 1 de manque de peau, et 2 de lésion des tissus sous-jacents. Mais ce n'est pas forcément la gravité de la plaie qui va provoquer une perte de substance. Sur cette photo-là, en réalité, on a un pouce qui a été amputé par une fendose à bûche. Pour le patient, c'est catastrophique, la fonction est complètement remise en question. Pour autant, le traitement, même s'il est long, il est simple, puisque ce sont des sutures tendineuses, des ostéosynthèses, des sutures nerveuses, vasculaires, et on a une replantation avec un patient qui, au bout de 3 mois, peut se servir de son pouce normalement.
Par contre, la perte de substance, elle va être quasi systématique dans certaines plaies. Ça va être le cas des plaies complexes. Ici, vous avez ce qu'on appelle une main de portière, c'est-à-dire que vous avez un frottement du membre sur le goudron, sur un mur, sur un autre véhicule, très classique en 2 roues non protégées, très classique aussi pour les gens qui mettent la main à la portière. Et donc vous avez un frottement qui enlève ici une petite partie de peau, ici qui enlève de la peau et la brûle, et ici qui a tout enlevé jusqu'à l'os. Donc là on va avoir d'emblée sur ce genre de plaie complexe une perte de substance. La brûlure peut également provoquer des pertes de substance. Ici une brûlure toute simple, hein, c'est brûlure au caramel chez une jeune femme qui a une brûlure du 3e degré sur un dos de doigt. Après l'exérèse de la brûlure, après le parage de la brûlure, on se retrouve avec le blanc qui est le tendon. Donc même si la perte de substance est toute petite, ça représente moins d'1 centimètre, on a un tendon à l'air, et donc ça va être problématique sur la fonction de la main. Et puis, les infections étendues, ici, ce que je vous montrais tout à l'heure sur un exemple de perte de substance, ben, vous avez une infection également ici suite à une morsure. Vous avez un premier parage qui a été effectué, vous voyez que les tissus sont plutôt rouges là, et au milieu, on a le tendon qui est encore noir. Il va falloir continuer à enlever les tissus qui restent infectés, donc on va se retrouver avec une perte de substance de tendon. Ça, c'était pour les urgences, mais en chirurgie de la main, en réalité, on va pouvoir aussi provoquer des pertes de substances dans certaines indications qui sont la chirurgie programmée. C'est le cas en cancérologie. Si on enlève certaines tumeurs cutanées, notamment au dos de la main, et bien rapidement, quand vous avez vu l'épaisseur qu'il y a au dos de la main, si on enlève la peau et la graisse qui est dessous, on va se retrouver sur les tendons. Donc, mise en question de la fonction de la main. Une maladie du Dupuytren, une maladie qui rétracte les tissus de la paume de main. Les gens restent comme ça pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc, quand on intervient pour remettre les doigts complètement droits, vous avez la peau qui a perdu sa souplesse et qui conduit à une perte de substance. Donc là, on est sur une perte de substance aiguë provoquée au bloc opératoire, et donc on va la traiter suivant les différentes modalités qu'on va voir. Et puis les séquelles de traumatisme ou de traitement antérieur. Ici, c'est un cas d'un patient d'une 30aine d'années qui a été brûlé dans l'enfance sur la paume de main. Il a grandi toute l'adolescence, l'âge adulte, avec une peau cicatricielle qui a donc moins de souplesse que la peau normale et qui n'a pas permis à sa main de grandir suffisamment. Donc il se retrouve avec les doigts pliés. Et là, quand on enlève cette zone-là, qui est la cicatrice de sa peau, qui sur la mesurette ici fait à peu près 5 cm, et qu'on réouvre tous les doigts, eh bien on se retrouve avec une perte de substance de 8 cm. Donc c'est les pertes de substance cachées. On peut se dire on va juste enlever la cicatrice. Si on enlève la cicatrice, on a un énorme trou. Donc là, on va créer encore une fois une perte de substance. L'objectif est de récupérer la fonction. Il y a un mot-clé sur la présentation, c'est fonction. Et donc après le parage, on a enlevé toute cette zone de mauvaise cicatrisation, on a réouvert les doigts, et bien on se retrouve avec une perte de substance, alors qui n'est pas passée de là à là pendant le même bloc opératoire, hein, il y a eu des petites étapes entre les deux, mais on comprend aisément qu'il faut récupérer toute cette taille de perte de substance pour récupérer la fonction. Alors la gravité, elle est liée à la topologie, elle est liée à l'étendue, et elle est liée aussi à la profondeur. L'étendue, vous avez une perte de substance qui paraît superficielle, donc en soi pas forcément très grave, mais elle est sur une très grande distance, et on va voir après que ça peut poser souci. Ici, on a une étendue qui est également importante, avec en plus des tendons exposés, et donc les tendons exposés vont remettre en question la fonction. 2 pertes de substance suivant la même localisation, les deux ne vont pas avoir la même conséquence pour les patients. Pour autant, elles peuvent être traitées à peu près de la même façon. La profondeur de la perte de substance, ici, une exérèse de tumeur cutanée, avec dessous un petit rameau nerveux, c'est la seule chose importante exposée. Donc, il n'y a pas de tendon, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de remise en question de la fonction. Pour autant, il va falloir le traiter. A contrario, ici, vous avez une amputation de pouce, alors pas la même que celle du début d'intervention, parce que la première, on lui a remis. Lui, il est arrivé sans son pouce, mais avec l'os à l'air. Donc la gravité, là, est liée à l'exposition osseuse. On ne va pas pouvoir laisser. Alors, on l'a reconstruit après avec un artifice, mais je vous les détaillerai un peu plus tard. Et puis, dans certains cas, on va avoir une exposition, non pas d'os, mais de matériel. Donc là, on a non seulement le problème de l'exposition de quelque chose qui peut être important, comme un tendon, un os, et en plus, on a le risque d'infection
par rapport au matériel, donc tout matériel chirurgical qui est exposé est d'une gravité extrême puisqu'il peut s'infecter, provoquer une infection osseuse et aboutir à la destruction de l'os. Autre gravité, le tissu de la perte de substance. Donc ici, c'est la même photo que tout à l'heure avec les tendons à l'air, mais qui a bourgeonné, avec donc les tendons qui ont pu se recouvrir de ce fin bourgeonnement. C'est de la cicatrisation qu'on appelle dirigée, on verra après. Pour autant, ici, on ne va pas pouvoir faire la même chose. C'est le premier patient, là où je vous dis que les lumières passaient pas bien, les couleurs passaient pas bien, sur l'infection du dos de doigt. Après le parage, eh bien, vous avez une exposition ici de l'intégralité de l'appareil extenseur, et ici, vous avez la phalange qui est exposée, puisqu'il a fallu enlever une partie du tendon. Donc, pour une infection qui paraît au niveau de la peau, on se retrouve avec une exposition au niveau de l'os. Et cet os, s'il est contaminé par l'infection, s'il évolue au fur et à mesure de façon défavorable en ostéite, eh bien on se retrouve avec un os qui est rongé. On compare par rapport au métacarpien d'à côté. Ce métacarpien est complètement rongé par l'infection osseuse, donc on se retrouve avec une exposition de l'os qui s'est infecté. Donc c'est plus qu'un problème cutané, ça devient un problème osseux, donc il faut tout reconstruire. Alors on va passer au traitement, maintenant qu'on a vu le type de perte de substance. Il y en a plein, c'est pour ça qu'il y a un S à traitement. En réalité, le traitement des pertes de substances de la main, c'est exactement le même traitement que les pertes de substances du reste du corps. La particularité au niveau de la main, ça va être la fonction. Et donc, en réalité, ça va être notamment le délai. Le délai pour obtenir la cicatrisation va être un des éléments, puisque moins le patient va se servir de la main, plus il va y avoir un enraidissement et plus il va y avoir des séquelles fonctionnelles potentielles. Ça, c'est uniquement pour la peau. Je ne détaille pas volontairement tout cet aspect-là, qui est tendineux, articulaire, osseux, vasculo-nerveux, mais pour chacun des éléments, on peut faire des greffes, des pontages, on peut reconstruire chacune des pertes de substances dans la limite de nos disponibilités et parfois avec l'aide de nos confrères chirurgiens vasculaires. Cicatrisation dirigée. Cicatrisation dirigée, c'est un excellent mode de cicatrisation qui va se limiter en fonction de la taille de la perte de substance. Vous pouvez difficilement laisser quelqu'un avec une grande perte de substance en cicatrisation dirigée, je vais vous montrer après pourquoi. Qui va se limiter aussi à la profondeur de la perte de substance. On a vu tout à l'heure que la gravité est liée à la profondeur. Si vous avez l'os exposé, ça va être très difficile de faire une cicatrisation dirigée sans avoir d'ostéite, d'infection de l'os. Un tendon, pareil, s'il est exposé à l'air, il va sécher, il va s'abîmer et il ne va pas du tout cicatriser. Ici, on a une perte de substance. Bien l'évolution entre le 11 août, il faut aller de droite à gauche et en bas. 22 septembre, 1 mois et 11 jours, toujours pas de cicatrisation complète. C'est-à-dire que pendant 1 mois et 11 jours, on a le bourgeonnement qui s'est fait, l'épidermisation qui s'est faite également, mais on n'est pas encore complètement cicatrisé. Donc on va avoir pendant tout ce délai une mobilité qui ne va pas être possible. Alors vous voyez que ce n'est pas sur un doigt, ce n'est pas sur un poignet, c'est dans une zone qui est non mobile. Chez quelqu'un qui est âgé, on peut se permettre de prendre du temps parce qu'il ne va pas y avoir de séquelles fonctionnelles. Mais on va restreindre énormément les indications de cicatrisation dirigée au niveau de la main. Donc la cicatrisation dirigée, c'est uniquement sans exposition de tissu noble et sur des surfaces limitées. Ici, c'est un exemple de main de portière. La même chose que vous avez vu tout à l'heure avec le trou sur le dos de la main. Cicatrisation dirigée, la particularité là, c'est qu'il n'y avait pas d'exposition de tendon. C'est une jeune femme qui a eu une cicatrisation dirigée. Je suis en train de lui tirer sur la main pour plier son poignet, c'est impossible. Le poignet a cicatrisé en extension, elle ne peut plus plier son poignet, donc elle est bloquée dans cette position. Elle ne peut plus du tout s'en servir. On voit ici la qualité de la cicatrisation de la peau très fine, atrophique, avec ici un relief osseux qui est juste dessous. Donc, la patiente, elle ne vient pas pour un problème de perte de substance aiguë, elle vient pour une séquelle de cicatrisation dirigée, qui implique une mauvaise fonction. Donc on a traité simplement une perte de substance en se disant parfait, ça cicatrise. On a effectivement une cicatrisation, hein, la patiente n'a plus de pansement, par contre on n'a plus de fonction. Alors un peu plus technique que la cicatrisation dirigée, les greffes de peau, qui peuvent être de différents types. Greffe de peau mince, on va prendre en moyenne un 3/10 de millimètre de peau avec un dermatome, une espèce de rasoir qui va un peu profond. L'avantage, c'est que ça cicatrise tout seul à l'endroit où on prend la peau.
L'inconvénient, c'est que c'est de la peau qui est très fine et qui va avoir aussi un potentiel de se rétracter un petit peu, au même titre que la cicatrisation dirigée que vous avez vue avant. La greffe de peau se rétracte beaucoup moins, mais elle a un potentiel de rétraction tout de même. Et puis la greffe de peau totale, qui est ici, on va prendre toute l'épaisseur de peau pour la transférer sur l'endroit qu'on veut greffer. L'avantage, c'est que c'est de la peau de meilleure qualité, donc qui va moins se rétracter. L'inconvénient, c'est qu'on fait un trou. Donc il faut pouvoir fermer ce trou. Ça veut dire qu'il faut traiter une perte de substance qui reste limitée en termes de surface, ou bien il faut préparer les greffes de peau. Je vous montrerai un exemple après. Le cas de tout à l'heure avec le patient qui a eu sa brûlure de paume de main, le parage, la cicatrisation et la greffe de peau mince. Qui a un avantage, c'est que le site donneur a cicatrisé tout seul, le patient retrouve une mobilité complète. Attention, c'est une perte de substance qui initialement n'était que de la peau, il n'y avait aucune exposition de tendons, d'artères. Greffe de peau totale, ici c'est sur la chirurgie pédiatrique, un névus congénital géant qui doit être enlevé pour des risques de transformation maligne. La peau, quand on n'en a pas assez, on peut la préparer. Ici, vous avez un petit ballon qui est glissé sous la peau, qui est gonflé à peu près toutes les semaines pendant 3 mois. Comme pendant une grossesse, la peau se détend. On peut donc enlever le ballon, prendre la peau en trop, refermer le site donneur et mettre la peau directement sur la main. L'avantage de cette peau, c'est qu'elle est de meilleure qualité qu'une greffe de peau mince, donc elle va moins se rétracter et surtout elle va grandir beaucoup plus avec le patient. Donc chez un patient de pédiatrie, c'est plus adapté. Oui, une fois que la greffe de peau a prise, le garçon peut se servir de ça. C'est une fille. Alors vous en avez peut-être déjà vu en service ou en libéral des suivis de derme artificielle. C'est assez particulier. C'est une technique qui a un coût assez important et je remercie le MHP d'ailleurs de mettre à disposition l'Integra qui est, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais qui est le meilleur derme artificiel pour notre pratique, qui est un coût très important qui n'est pas supporté par le patient parce qu'en partie pris en charge par le MHP notamment, qu'on réserve à des indications très limitées. Le principe est que dans cette perte de substance qui est là, on va mettre un derme qui est une espèce d'éponge de collagène fabriquée en laboratoire que l'on va poser sur la perte de substance et les cellules du patient vont repousser dans cette éponge de collagène. Cette éponge de collagène fabriquée en laboratoire va se transformer en tissu du patient. Et après, on enlève cette petite pellicule de silicone et on met une greffe de peau par-dessus. Ça permet de remplacer des tissus, ça permet d'éviter dans certains cas des chirurgies beaucoup plus lourdes. Donc, in fine, le coût est retrouvé, mais c'est une technique qui est un peu particulière et qui nécessite aucune infection, puisqu'on pose une éponge qui est non vivante au début, et pas d'exposition noble trop importante, il faut que ce soit sur des surfaces limitées. Ici, un patient d'à peu près 80 ans avec une exposition des tendons sur un dos de main suite à une infection. Le patient, une chirurgie lourde pour ce type d'exposition risque de se compliquer avec plusieurs chirurgies, une hospitalisation. Il a eu cette pose de derme artificielle une fois qu'on est sûr de ne plus avoir de bactéries, une fois qu'on a un petit tissu de bourgeonnement. Le derme artificiel est posé, vous voyez qu'il y a une membrane qui brille, qui est une membrane de silicone. Et 3 semaines après, la greffe de peau est faite. Là, c'est la greffe de peau cicatrisée. Et cette greffe de peau lui permet la fonction. Solution encore un peu plus technique, les lambeaux. Donc le fait de ne pas prendre un morceau de peau, le décoller et le recoller, mais d'apporter la totalité de la vascularisation, c'est-à-dire de la peau, de la graisse, des vaisseaux. C'est un lambeau qui apporte une vascularisation, qui limite les adhérences. Pourquoi? Parce que la greffe de peau prend en se collant au tissu, alors que le lambeau, lui, va cicatriser notamment par le pourtour. Donc on va avoir une mobilité des tendons qui va être meilleure sous un lambeau. Il apporte aussi de la souplesse, puisqu'il n'y a pas de phénomène de rétraction avec les lambeaux. Pas de limitation en fonction des tissus exposés, on peut aller recouvrir la totalité d'un avant-bras, ça ne posera pas de souci, il n'y a pas de problème de greffe de peau qui ne prend pas. Par contre, c'est plus complexe, et on va aller prendre de la peau à un autre endroit, donc on va créer une zone donneuse qui est une cicatrice qui a potentiellement une séquelle. L'objectif étant là, encore une fois, la fonction, donc on va choisir en fonction des techniques. Plus compliqué, mais meilleur résultat. Plus simple, moins bon résultat. Ce ne sera pas un bon calcul. Il faudra toujours privilégier la fonction. L'exemple de tout à l'heure avec la brûlure. On a de la peau brûlée ici. On a de la peau saine là et là, juste à côté.
eh bien, on va aller chercher cette peau, la faire tourner de part et d'autre pour obtenir la cicatrisation. L'objectif étant le mouvement, on a suffisamment de souplesse pour que le patient puisse bouger. Amputation de bout de doigt, ce qu'on appelle le doigt de porte, très fréquent en pédiatrie, mais chez l'adulte aussi. On a l'os qui est à l'air ici, on ne peut pas le laisser à l'air. On ramène la peau de la pulpe en l'avançant au niveau de l'amputation osseuse, et on retrouve à la fois l'os qui n'est plus exposé, mais surtout un toucher avec une certaine épaisseur qui permet d'avoir la fonction et la sensibilité. Une plaie par disqueuse sur un dos de pouce, vous avez ici l'os qui est exposé. Il n'y a pas de possibilité juste à côté d'aller chercher les tissus pour refermer, donc on remonte un peu plus loin. On va aller prendre de la peau avec des petits vaisseaux pour apporter la vascularisation, reposer le lambeau à sa position, ce qui permet de recouvrir l'os. Une brûlure profonde du 3e degré, qui ici vous voyez qu'il y a une nécrose cutanée, il y a une nécrose aussi de la graisse. Ici on a une exposition osseuse, on a le nerf ulnaire qui est au fond. Il y a une perte de substance qui est plus importante, on va devoir remonter encore plus loin, tourner la peau pour refermer la perte de substance et permettre la fonction. Et puis on peut encore remonter, hein. Vous avez ici une main de portière encore chez un enfant. Là, le lambeau est pris au niveau de l'abdomen, collé au niveau de la main. L'inconvénient, c'est que pendant 3 semaines, il reste comme ça. C'est pour ça qu'on le limite le plus possible chez les adultes. C'est quand même un peu plus compliqué. Chez les enfants, ils ont une résilience qui est assez forte, donc c'est plus indiqué. Et après, on lève. Voilà l'inconvénient. La peau est épaisse, donc il va falloir réopérer pour dégraisser le lambeau, améliorer l'esthétique, mais la fonction est bonne. Et puis, encore plus compliqué, la patiente de tout à l'heure avec sa séquelle de main de porte, on va aller prendre la peau au niveau du dos avec une artère, une veine, et le rebrancher sous microscope sur les vaisseaux qui sont là, ce qui ramène de la souplesse cutanée, ce qui ramène également un plan de glissement pour permettre au mouvement. La patiente peut se servir de son poignet quasiment le lendemain. Juste un petit mot sur la thérapie à pression négative. Je mets VAC, mais VAC c'est une marque. C'est une thérapie à pression négative. Je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus avec le VAC. La thérapie à pression négative, souvent on se dit que c'est pour les escarres, pour des plaies réellement chroniques. On peut s'en servir aussi en plaie aiguë. Ça permet un très bon bourgeonnement. Ça permet de temporiser la reconstruction. Quand on a un sepsis évolutif, quand on a des conditions qui ne sont pas optimales, on va éventuellement poser un VAC le temps d'organiser la chirurgie convenablement. Ça améliore la vascularisation puisque ça aspire, hein, une machine qui aspire et qui stimule la vascularisation. Et donc ça diminue l'exposition au oxygène puisque le pansement est laissé habituellement 2-3 jours en place. Par contre, ce sont des pansements plus lourds, difficilement refaisables à la maison sur le membre supérieur. Et ça reporte la reconstruction réelle, donc il ne faut pas non plus se dire « Ah, ça évolue bien avec le pansement ». On va continuer, on se retrouve au bout d'un moment dans une impasse où le patient ne bouge plus. Un exemple où en réalité, vous avez ici un os qui manque, un dans l'avant-bras. Il manque un des 2 os de l'avant-bras, ce doigt-là est perdu, il n'a plus rien qui permet de le mobiliser. Donc, le doigt est amputé et vous vous retrouvez avec une grosse perte de substance ici, qui est traitée par cette machine qui aspire, le bourgeonnement, la greffe de peau, et on se retrouve avec une reconstruction sur une perte de substance très complexe, une reconstruction par une greffe de peau in fine. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir permis de parler un petit peu des plaies qui sont notre quotidien. Donc on travaille nous en équipe, puisqu'on est 6 médecins vasculaires et on travaille avec 5 chirurgiens vasculaires. Et face à cette équipe de 11 docteurs, on a une infirmière dévouée et irremplaçable, que vous entendrez après. Donc moi j'ai un challenge, puisque habituellement c'est un topo que je fais facilement en 30 ou 40 minutes. Là je pense avoir 20 minutes, mais en fait on est 2 sur les 20 minutes. Donc je vais devoir faire en 10 minutes. Donc ça va être extrêmement rapide. Je vous demande pardon si ça va trop vite. Mais j'ai vraiment réduit au maximum le contenu. Mais bon, il fallait quand même que je puisse dire un peu l'essentiel. Donc en fait, pourquoi 8 questions? L'idée c'est de réfléchir en fait autour de la plaie. Non pas que sur la plaie, mais vraiment sur le patient dans sa globalité. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a admis le concept du traitement étiologique et non pas du traitement de la plaie, en fait, on gagne en efficacité et dans la prise en charge du patient. Alors, ça va être comme ça, pas du tout.
Voilà, donc juste pour 2-3 mots de sémantique, on parle d'ulcère sur une plaie qui est chronique, avec une perte de substance qui est à la fois épidermique et dermique, et qui ne cicatrise pas au-delà de 6 semaines d'un traitement qui est correctement conduit. L'étiologie, pourquoi nous on a créé ce centre de plaie? Parce que vous le savez que l'étiologie, en fait la base de la plaie dans 90% est en lien avec une pathologie vasculaire qu'on va voir plus loin et qui est majoritairement veineuse, bien qu'on ait une grande augmentation maintenant des ulcères dits mixtes avec une composante artérielle et veineuse. Juste des chiffres pour vous rappeler que c'est une pathologie qui coûte cher. Donc plus les malades sont bien pris en charge et plus ils cicatrisent vite et plus on fera d'économies de santé. Et autant il y avait le mot-clé de la présentation de Joseph Château, c'était la fonction, autant ici ce sera l'étiologie de la plaie sur laquelle je vais revenir souvent. Quand on parle d'ulcère de jambe, puisque ça va être l'essentiel de mon topo en fait, on ne parle pas, ici on n'abordera pas les escarres, ni le mal perforant, ni spécialement les nécroses d'orteils, et hors du topo, je n'ai pas non plus abordé les urgences en fait de la plaie, qui peuvent être représentées par le sepsis et les hématomes disséquants, notamment, ça aurait été beaucoup trop long. Donc en fait, voilà, prendre en charge une plaie, c'est pas prendre en charge une plaie et juste se concentrer sur un pansement, c'est vraiment gérer un patient dans sa globalité. Donc comment on va l'aborder? Avec l'interrogatoire classique, on va s'orienter bien sûr sur les notions vasculaires que j'ai évoquées, sur des comorbidités et tout ce qui est autour de sa vie. On va l'interroger aussi sur cette plaie, comment elle est arrivée, comment elle évolue, depuis quand, est-ce qu'elle est récidive, est-ce qu'il y a eu des soins antérieurs, est-ce qu'ils ont été bien tolérés, et quel est le retentissement de cette plaie au quotidien, comment il vit le passage infirmier, comment il vit le fait d'avoir des bandages, comment il vit le fait d'avoir une plaie qui coule ou qui sent mauvais. Donc tout son mode de vie, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il marche et comment il se nourrit. Et donc voilà les fameuses 8 questions auxquelles on va essayer de répondre en fait de façon extrêmement presque intuitive et rapide pour avoir une idée en fait de l'orientation qu'on va donner sur le plan thérapeutique à la prise en charge. Donc on va les passer de façon rapide chacune. Donc la première question qui est quand même la grande majorité des plaies, on va dire d'ulcère veineux typique, d'ulcère de jambe typique, c'est l'ulcère veineux qui est en lien avec une hyperpression veineuse distale. Pourquoi il y a une hyperpression? Soit parce qu'il y a des varices, soit parce qu'il y a une pathologie du réseau veineux profond, ce qu'on appelle la maladie post-thrombotique, avec des veines profondes qui sont altérées dans leur retour veineux. C'est un patient qui a des pieds chauds, qui a des poux perçus en distalité. C'est un ulcère qui est relativement pas hyper douloureux, mais qui peut l'être quand même, avec une atteinte surtout autour des malléoles, des exudats qui sont souvent importants, un ulcère creusant avec des bords irréguliers. Donc ça, c'est l'ulcère veineux, on va dire, ou à prédominance veineuse. On évite de plus en plus de dire qu'un ulcère est purement ceci ou purement cela, parce qu'il y a vraiment une augmentation des formes mixtes. L'ulcère artériel, dans le cadre d'une artériopathie, là encore, on aura posé les questions au fur et à mesure qu'on voit le patient et qu'on va déballer ses plaies, etc. On va l'interroger tout le temps. Est-ce que vous avez la notion d'avoir une artérite? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vos artères étaient abîmées? Est-ce que vous avez mal en marchant? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous avez du diabète, de l'hypertension? Est-ce que vous fumez? Donc ce sont des plaies qui sont très différentes de l'ulcère veineux, qui sont souvent suspendues à la face antérieure de la jambe ou sur le pied. Ce sont des plaies qui sont creusantes, plutôt fibrineuses, peu exudatives. Il n'y a évidemment pas de poux perçu en distalité. C'est un pied qui est froid et qui est pâle. Le patient peut être douloureux à la marche, mais aussi au repos. Et il peut y avoir des lésions associées. Un patient qui a mal au repos et qui a mal la nuit, puisque dans les stades de gravité de l'artériopathie, il y a les douleurs de décubitus, le patient ne peut plus rester allongé, il laisse pendre sa jambe, voire il dort au fauteuil. Vous serez surpris en interrogeant vos patients de leur demander s'ils dorment dans leur lit, le nombre de patients qui dorment au fauteuil. Quand on dort au fauteuil, qu'est-ce qui se passe? On majore l'œdème, on majore la stase véno-lymphatique, donc l'œdème s'aggrave et ça coule et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux infernal. Donc quand on a vu ces deux grandes causes déjà, qu'est-ce qu'on va proposer comme bilan? À qui on envoie le patient? Alors je ne prêche pas pour ma paroisse, mais il se trouve qu'on est quand même au cœur de la prise en charge diagnostique. Il faut que ce patient soit vu par un médecin vasculaire et qu'il bénéficie d'une exploration par échodoppler
qui va permettre d'évaluer à la fois le réseau veineux profond sur les antécédents de thrombose et les séquelles, à la fois le réseau veineux superficiel et la présence ou non d'un reflux sur des varices, et bien sûr le réseau artériel. Donc tout ça va être fait dans le même temps, et à l'issue de l'examen, on va pouvoir faire des propositions thérapeutiques de prise en charge. De façon plus simple, au niveau du lit du patient et pour les infirmiers, il faut vous approprier l'outil de l'IPS, qui est l'indice de pression systolique. Alors, j'avais fait des diapos, mais c'était vraiment trop long d'expliquer. En gros, c'est un petit Doppler de poche que vous avez là, et avec un brassard qu'on met sur le membre supérieur et sur la jambe, et on fait un rapport de pression artérielle entre la pression à la cheville et la pression sur le bras. Normalement, chez le patient indemne de toute artériopathie, on a la même pression et en haut et en bas, et l'index de pression est à 1. Plus le débit est dégradé au niveau de la jambe, plus la pression va diminuer en distalité, plus cet index va chuter. Donc si on a une pression à 60 sur la jambe versus 130 sur le membre supérieur, on aura un index à 0,5 ou 0,6. Et donc ça va quantifier un petit peu la sévérité de l'artériopathie. C'est un outil de débrouillage et de dépistage, mais qui a ses limites, parce que évidemment, c'est facile sur une jambe comme celle-ci. Sur un gros œdème, une plaie qui coule, qui est circonférentielle, etc., on va être beaucoup plus limité. J'ai mis en beaucoup plus petit parce que c'est moins accessible pour tout le monde. La pression au gros orteil qui va pouvoir suppléer l'IPS quand il n'est pas réalisable, et la TCPO2 qui est une mesure de la pression transcutanée en oxygène. C'est un examen qui est très long et qui se fait essentiellement à l'hôpital, surtout dans le contexte d'études ou pour le caisson hyperbare, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai mis à part l'angiodermite nécrosante parce qu'elle est un peu difficile à classifier. C'est ni artérielle ni veineuse, c'est une atteinte des capillaires, et c'est un réel infarctus en fait sous-cutané qui atteint des femmes âgées hypertendues de façon classique, souvent après un minime traumatisme. Je me suis cognée à la porte du lave-vaisselle où j'ai pris un coup de canne à l'EHPAD, et en fait ça flambe complètement avec une nécrose, vous voyez, qui est souvent dramatique. C'est un patient qui n'a pas d'artériopathie sur les grosses et moyennes artères, avec des pieds chauds, des poux perçus, et ce sont des lésions en fait qui s'étendent complètement en nappe avec une nécrose. C'est très compliqué, c'est hyperalgique, et en fait c'est une indication de prise en charge très rapide, puisque la greffe va permettre de soulager très vite les douleurs. Alors, on a vu dans les questions donc l'étiologie artérielle, l'étiologie veineuse. Quand on a une plaie qui ressemble à rien et qui n'a pas ces anomalies vasculaires classiques, on doit toujours se poser la question de savoir si cette plaie atypique qui saigne un peu quand on la touche, qui bourgeonne un peu trop bien, un peu de façon exubérante, toutes ces lésions-là sont un cancer jusqu'à preuve du contraire, et dans tous les cas, il faut qu'elles soient biopsiées. Mais on a aussi des plaies atypiques qui ne sont pas des cancers. Donc je vous en ai mis 3 qui sont relativement fréquentes. Le pyoderma, enfin non fréquent, le pyoderma c'est pas très fréquent, mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est une plaie un peu étonnante, nécrosante, avec des espèces de clapiers purulents en périphérie qui ne sont pas en fait, qui n'est pas septique. C'est une plaie sans doute immunologique neutrophile et qui est favorisée, qu'on voit souvent dans le contexte des maladies inflammatoires de l'intestin. L'ulcère sous hydréa, comme vous avez fait un interrogatoire policier au début, vous savez que votre patient a une maladie hématologique et qui prend de l'hydréa, et voilà, vous lui dites, je sais ce que vous avez, on va arrêter l'hydréa et ça va aller beaucoup mieux. Enfin, on appelle quand même le mato avant, et en fait, l'arrêt de l'hydréa permet de cicatriser très vite. Et une entité extrêmement fréquente par contre, qui est la DEPCH, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, la dermatose pustuleuse érosive des jambes, qui fait ces espèces de croûtes ou de micro-ulcérations sur les jambes. On ne sait pas très bien à quoi c'est dû, c'est pas un eczéma, c'est pas une mycose, c'est pas bactérien, c'est pas une folliculite, c'est pas une brûlure. C'est favorisé par l'âge, par les bandages un peu occlusifs, par l'insuffisance veineuse, et en fait ça se traite par les dermocorticoïdes de façon très prolongée sur plusieurs semaines. Donc pensez-y quand vous voyez ces lésions un peu étendues, s'interroger si ce n'est pas une DEPCH. À côté des plaies atypiques, on va s'interroger bien sûr sur toutes les comorbidités qui peuvent être en fait autant de facteurs de retard de cicatrisation. Donc on va y revenir ensuite, mais la dénutrition, l'œdème, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique, les troubles de la ventilation évidemment, le diabète et certains médicaments. L'interrogatoire, là encore, est à la base de cette réflexion et devra adapter les anomalies. La nutrition est un argument très important aussi dans l'interrogatoire. Comment on évalue la nutrition? On interroge le patient. Est-ce que vous mangez? Oui. Quoi? Des protéines, de la viande? Oui, non.
Et on peut céder de prise de sang avec le dosage de l'albuminémie et de la préalbuminémie. On y pensera d'autant plus aux carences nutritionnelles chez le patient âgé, chez le patient obèse, chez le patient qui peut avoir des déficits d'absorption et chez le patient cancéreux, puisque vous savez que ça majore largement la consommation. Est-ce qu'il y a une infection? Alors ça, on peut faire un sujet de 2 heures sur l'infection des plaies. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les plaies sont colonisées. La difficulté, c'est quand est-ce qu'on passe du seuil de colonisation au seuil d'atteinte critique, en fait. On ne peut pas du tout faire de prélèvement en surface, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, battez-vous, même si un médecin généraliste vous dit « faites un prélèvement avec un écouvillon », ça ne sert à rien. Donc les prélèvements, on les fait quand il y a des critères d'infection tissulaire, avec une infection de tissu, donc avec des rougeurs, avec la fortiori du pus évidemment, si ça coule, ou s'il y a des signes en faveur du biofilm, qui est encore une entité sur laquelle on pourrait parler longtemps. Et on traite uniquement les bactéries pathogènes. Donc si on fait un prélèvement, on va trouver plein de bactéries, mais on ne saura pas quoi en faire. Le biofilm, c'est un concept semi-récent qui a été très bien décrit et compris maintenant. C'est vraiment une organisation des bactéries qui s'organise en une colonie étanche et assez résistante à tout ce qu'on peut proposer. Donc la seule façon de se défaire du biofilm, c'est surtout de déstructurer cette colonie par des lavages, par une action mécanique. Donc on demande aux patients vraiment de mettre le jet de la douche sur la jambe. Et parfois, on va utiliser des antiseptiques et surtout pas d'antibiotiques systématiques. Alors là, j'en parle pour ne pas en parler, en fait, parce que le pied diabétique, c'est extrêmement complexe. En fait, c'est un pied qui a trois pathologies associées. C'est un pied neuropathique, c'est un pied ischémique et c'est aussi un pied infecté. Donc en fait, le pied diabétique, c'est carrément l'objet d'un DU aussi dédié à ça, pour vous dire qu'il y a 1000 choses à dire dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un pied diabétique, c'est une urgence de prise en charge dans un centre spécialisé pluridisciplinaire pour pouvoir vraiment aborder les 3 dimensions de ce pied. Et l'objectif étant toujours de limiter de façon maximale les amputations majeures. Si on se limite à un orteil, c'est bien, mais ça peut aller très vite, flamber, et qu'on se retrouve avec des amputations transmétatarsiennes, voire de jambes. Pourquoi ce pied diabétique? Juste parce qu'il y a des problèmes d'appui. Donc vous avez en face du dessin des images qui correspondent à la formation du cal. Le pied est neuropathique, donc il ne sent rien. Donc il y a une hyperclératose qui se forme. Sous l'hyperclératose, il va y avoir une hémorragie, en fait, au niveau dermique. Petit à petit, une effraction cutanée, ce qui ouvre la porte à toutes les bactéries qui vont pouvoir atteindre les tissus profonds et une atteinte souvent ostéo-articulaire. Voilà, donc on a fait le tour des 8 questions. Et donc en face de ces 8 questions, mais en fait, on a 8 réponses et 8 conduites à tenir. Donc est-ce que c'est une artériopathie clinique, interrogatoire, IPS et Doppler? Si oui, eh bien, on va restaurer l'hémodynamique distale pour optimiser la perfusion et permettre l'apport de tous les nutriments et de l'oxygène sur la plaie. Donc là, on va appeler nos amis chirurgiens. Est-ce qu'il y a une hyperpression veineuse? Pareil, on examine le patient écho-Doppler. Si oui, on va traiter des varices et mettre en place la compression. Est-ce qu'il y a une infection clinique plus ou moins prélèvement? On lave, on lave, on lave. Est-ce qu'il y a des problèmes d'appui? Là aussi, on regarde les chaussures, on regarde s'il n'y a pas un appui pathologique sur le fauteuil. Donc tout ça, on va adapter la décharge. La nutrition interrogatoire biologique, on va majorer les apports protéinés. Et ce n'est pas juste des petites fioles de CNE, de compléments nutritionnels, c'est vraiment des compléments alimentaires, c'est vraiment, nous on donne de la protéine en poudre pour majorer les apports protéiques. Est-ce qu'il y a des comorbidités? Donc tout l'interrogatoire qu'on a vu au début. La plaie qui vous paraît anormale, qui ressemble à rien, qui n'est pas sous-tendue par une pathologie vasculaire, elle doit bénéficier d'une biopsie. Et enfin, pour le pied diabétique, là aussi l'interrogatoire, la biologie, et on va gérer tous les troubles qui sont inhérents au diabète. Je vous remercie. Donc en fait, on fait un binôme, et oui, peut-être on fera les questions à l'issue des 2 coms, si vous voulez bien. Donc juste, moi j'ai 10 minutes que pour la compression, donc j'ai de la chance, mais je vais réussir à dépasser peut-être.
Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc du coup on va pouvoir aller un petit peu plus vite sur certaines choses. Merci à vous d'être si nombreux. Donc pourquoi la compression? Depuis presque 15 ans, il est reconnu que la compression est indispensable pour guérir les ulcères, avec des recommandations de type 1A dans toutes les sociétés savantes. La compression, alors ce sont des chiffres d'il y a justement plus de 10 ans, donc la compression restait sous-utilisée chez les médecins généralistes ou tout venant, 20% en Angleterre, 10% en France, en dehors des centres spécialisés. Mais du coup, comment ça marche? Alors, merci aussi à Madame Wehrmann qui a un peu expliqué ces problèmes d'exsudat. Au niveau capillaire, il y a nécessité d'un gradient de pression avec une pression artérielle supérieure à la pression veineuse qui permet le passage, la diffusion de l'oxygène et des nutriments. Mais le problème, c'est justement cette hyperpression veineuse dont Christine vous a parlé. Quand on est debout, cette pression veineuse, normalement à 10 mm de mercure, elle peut monter jusqu'à 100 mm de mercure. Et elle est... le fait de marcher va améliorer cette pression veineuse, mais quand on a une insuffisance veineuse, c'est largement diminué. Et on n'a pas cette amélioration à la marche. Et encore faut-il marcher. Donc lorsqu'on a une hyperpression veineuse, on va avoir de l'œdème, même sans pathologie. Bien sûr, comme Christine disait, les varices, les thromboses, les séquelles de thrombose vont provoquer des hyperpressions avec les ulcères. L'état général avec l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque droite surtout, et la surcharge pondérale qui va aussi entraîner une hyperpression veineuse majeure. Donc on a cette pression hydrostatique qui est élevée, mais parfois, et donc qui va aggraver l'œdème dans les tissus, comme on le disait tout à l'heure, mais parfois cet œdème est aggravé par une diminution de la pression oncotique, avec une anémie, une dénutrition, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, donc une baisse de la charge protéique intravasculaire et une augmentation de l'œdème. On a aussi parfois une pathologie lymphatique, ça peut être une pathologie lymphatique primaire ou secondaire ou post-cancéreuse, mais souvent ça n'est qu'une pathologie lymphatique à cause de cicatrices d'ulcères répétées et du coup qui va augmenter l'œdème sous-jacent. Une petite remarque, je ne sais plus où elle est. Oui, tout à l'heure vous avez dit que 80% de la résorption se faisait au niveau veineux et 20% au niveau lymphatique. C'est vrai dans la majorité de l'organisme, mais pas au niveau de la peau, où presque 100% de la résorption se fait au niveau lymphatique. Il n'y a pas de résorption, très peu de résorption veineuse au niveau de la peau. En plus de ça, vous avez une augmentation de la perméabilité capillaire à cause de l'inflammation créée par la lésion, parfois infection, parfois allergie au pansement ou allergie tout court. Donc ça augmente encore cet œdème. Il y a aussi des patients, comme disait Christine, qui souffrent du coup, qui dorment assis, parfois de l'artériopathie ou pas. Donc ça va augmenter l'œdème et cette artériopathie va aussi diminuer ce fameux gradient artério-veineux, puisque l'apport d'oxygène et la pression du capillaire artériolaire va être diminuée. Donc tout ça explique un œdème majeur, mais il y a encore d'autres petites choses au niveau capillaire avec des réflexes myogéniques et vénulo-artériolaires. C'est un réflexe qui nous permet de ne pas avoir des pieds de Mickey quand on se lève, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une hyperpression veineuse, il va y avoir une vasoconstriction des capillaires et qui, dans ce cas-là, va encore accentuer l'ischémie qu'il peut y avoir au niveau de la peau. Donc cette augmentation de la pression veineuse correspond à une augmentation de la pression transmurale. Et donc cette pression transmurale, pour lutter contre l'augmentation, on va essayer d'aider la peau en mettant des bandages pour faire diminuer à nouveau cette pression transmurale. Donc la compression, elle agit comme ça. Elle va augmenter la vidange veineuse, elle va diminuer la pression veineuse périphérique
elle va augmenter le gradient de pression artério-veineuse et permettre une meilleure perfusion tissulaire. Donc elle réduit l'œdème, réduction de la douleur, amélioration de la déambulation et amélioration de la qualité de vie. Donc comment ça marche? Quelle compression surtout? On sait, je ne sais pas si vous connaissez du coup la différence pression élastique, compression inélastique. Donc au niveau élastique, vous aurez une compression constante une fois que le tissu sera étiré, alors qu'au niveau inélastique, vous n'aurez qu'un effet au repos anti-œdème en fait. Mais lorsque, à l'effort, vous aurez une augmentation de la pression qui sera relativement modérée pour la compression élastique. J'ai rajouté ça parce que maintenant on ne parle plus de contention. Ce terme est réservé pour les gens qu'on enferme, qu'on attache. On dit compression à allongement court ou compression inélastique. Et donc à l'effort, la compression à allongement court va entraîner une augmentation très importante de pression grâce au jeu des muscles et de cette pression inélastique qui va aider et masser l'œdème. De façon, c'est un peu la même idée, où on voit que la compression élastique, il y aura très peu de variation de pression entre le repos et l'effort, alors que concernant les pressions inélastiques et allongement court, on aura de grandes variations de pression, d'où l'intérêt d'inciter aux patients à bouger, à marcher, à bouger, à marcher, et de ne pas rester assis tout le temps. Mais attention, on n'a pas des mollets cylindriques. Et donc il y a une variation de pression selon le rayon, inversement proportionnelle au rayon, avec une augmentation de la pression sur les angles aigus. Donc sur un mollet, pour une pression à 100% sur la crête tibiale, elle ne sera qu'à 50% sur le mollet. Et tout est proportionnel dans cette idée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrondir les angles, combler les creux. Donc sur cette jambe qui est un peu dysmorphique, on va faire en sorte de la rendre plus régulière. Les malléoles, qui sont souvent un problème avec des plaies qui ne guérissent jamais. Donc après l'imagination, notre infirmière préférée est très bricoleuse, mais les patients ont aussi des idées parfois et nous apportent d'autres éléments pour mettre en décharge la malléole. Quand on ne protège pas les saillies osseuses et la crête tibiale, voici ce qui peut se passer quand la bande est trop serrée. Plus on cumule les couches, plus la pression est forte, plus on étire la bande, plus la pression est forte. Alors c'est quelque chose qu'on recherche quand on fait un bandage multicouche pour un lymphodème. On veut cette pression forte. Le problème, c'est que quand une chaussette roule, on cumule la pression en haut et les patients vont me dire « je veux pas de chaussette, ça me coupe ». Pareil pour un bas qui plisse dans un repli graisseux, vous aurez aussi cet inconfort de bas qui serre trop. Bien sûr, il y a des contre-indications. Finalement, elles sont essentiellement l'artériopathie sévère. Christine vous a parlé de l'index de pression systolique, qui correspond en général à une pression de cheville à 60 mm de mercure, ou une pression de gros orteil à 30 mm de mercure, ou une maladie diabétique évoluée avec des nécroses d'orteil. Ces deux éléments-là, pour autant dire, moi j'en ai jamais vu, donc je les ai mis entre parenthèses. Évidemment, ils sont déjà à l'hôpital, en général, vous ne les voyez pas non plus. Et puis, on surveille quand il y a une artériopathie modérée, qui n'est pas vraiment une contre-indication à la compression, mais à faire. Il n'y a pas de recommandation précise pour le moment, on y travaille. La dermatose ou l'intolérance, alors l'intolérance bien sûr, la dermatose, parfois justement, qu'est-ce qu'une dermatose? Parfois il y a besoin de compression pour aider à cicatriser ça. La neuropathie, attention, avec les compressions élastiques, le patient ne va pas sentir qu'il a mal et c'est là qu'on peut avoir des catastrophes. Un petit rappel sur les compressions, les bas. La classe 1, la classe 2 qu'on prescrit plus souvent, donc 15 à 20 mm de mercure, c'est une pression à la cheville, donc ça veut dire qu'on aura à peine 10 au niveau du mollet.
La classe 3, 20 à 36. Et puis la classe 4, c'est vrai qu'on en délivre, je pense, jamais. Donc une chaussette bien mise, avec le talon en place, pas de pli. Mais voilà, quand on tire trop sur la chaussette, elle arrive au niveau du genou, donc on la retourne. Quand on a pris la chaussette de son mari, bah, du coup ça ne tient pas. Ou alors une prescription de bas, mais le bas c'est compliqué à mettre et on se retrouve de nouveau avec une hyperpression et un garrot parce que le bas glisse. Mais pour ces plaies qu'on voit le plus souvent, c'est celle-là, ou celle-là, ou celle-là, toutes ces plaies chroniques qu'on va avoir, on va préférer ces kits de compression multicouches qui existent maintenant dans le commerce. Est-ce que vous les connaissez tous? Celui-là, c'est le premier qui est sorti. Mais alors, ils sont tous à allongement court ou par contre, l'Urgoka2, la bande beige est à allongement long. Mais sinon, les autres, ils cumulent des bandes à allongement court. Donc, ils ont, vous voyez, la chaussette classe 2, c'est maximum 20 mm de mercure à la cheville. Cela, c'est jusqu'à 40 mm de pression au repos, jusqu'à 50 ou 60 à l'effort, sachant qu'au repos, 20% de la pression est diminuée en 2 heures. Donc, souvent, les patients, effectivement, le tolèrent très bien. Un exemple de Urgoka2 et de Coban bien mis. Un autre exemple qu'on a mis hier chez un patient avec une insuffisance veineuse, un syndrome post-thrombotique sévère, chez qui une double compression ne fonctionnait pas. On a augmenté, donc en mettant une bande rosidale. Et après, un Urgoka2, première couche, deuxième couche. Et grâce à ça, on arrive à améliorer. Il existe aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Vénotrain Intertech. Donc c'est pour les gens qui sont autonomes, qui ont, pareil, souvent des syndromes post-thrombotiques qui ne guérissent pas. On peut avoir du coup, la chaussette blanche est très peu compressive, c'est surtout la beige. La blanche va servir à faire glisser la beige. Et on va jusqu'à 46 mm de mercure. Et puis la bande biflex, évidemment, elle reste quand même d'actualité, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'en servir très peu. Normalement, il faut l'enlever le soir. Et c'est difficile de la poser finalement. Donc quelques exemples de difficultés de pose où les patients, l'imagination des patients n'a pas de limite quand même. Ils partagent un petit bout sur la jambe et un petit bout sur la cheville. Là, c'est quand ça coule trop, on met la blanche par-dessus la beige. Là, ça a un peu saucissonné. Cette fameuse bande biflex, eh ben, pourquoi en mettre une si ce n'est pour réchauffer les jambes? Là, c'est effectivement une bande élastique qui a aussi posé problème. Donc voilà, tout ça pour dire que la compression dans la cicatrisation est recommandée et indispensable pour une bonne oxygénation tissulaire, pour lutter contre l'œdème, qui est toujours important et pour multiples raisons, je vous l'ai décrit, pour lutter contre l'inflammation. Pour tous les patients, sauf vasculaires connus ou soupçonnés, n'hésitez pas à demander un avis. Et si elle est déjà en place et que ça ne marche pas, vérifiez l'observance, parce que parfois ils les enlèvent la nuit, etc. Et n'hésitez pas à augmenter cette compression pour renforcer le clou et améliorer. Merci. Bonjour à tous, je suis Dr Tinet, je suis chirurgien vasculaire donc, au Medipôle. Alors, on est 5 chirurgiens vasculaires qui travaillons à très étroite collaboration avec l'équipe de médecine vasculaire. Ça marche pas. Okay. Non mais c'est bon. Donc, rapidement en introduction, on parle de plaie chronique quand il s'agit d'une plaie spontanée ou traumatique qui évolue depuis plus de 6 semaines selon les critères de l'HAS, et la prévalence, quelles que soient les causes, est assez
importante puisque ça représente autour de 1 million de personnes en fonction des sources, donc avec des enjeux médico-économiques qui sont assez importants. Les étiologies, ça va être un petit peu redondant, mais ça va me permettre de l'intégrer un peu plus. Les étiologies, eh bien, elles sont nombreuses. La première d'entre elles, pour nous, c'est l'insuffisance artérielle, autrement appelée l'ischémie critique chronique ou ischémie de repos. Ensuite, il y a le pied diabétique, qui est une entité un petit peu particulière, comme l'a bien décrit le docteur Jurus, dont les causes sont intrinsèquement multiples. L'insuffisance veineuse, et puis il y a les autres causes qui ont été également décrites par le docteur Jurus. Il faut bien retenir que dans 20% des cas, près d'un quart des cas, cette étiologie est en réalité multiple. Donc pour vous décrire d'abord la cause de l'insuffisance artérielle, l'ischémie critique chronique, on parle d'ischémie critique chronique, c'est un syndrome clinique en rapport à une artériopathie de membre inférieur dans laquelle la perfusion artérielle est insuffisante pour maintenir l'intégrité tissulaire. Donc les critères sont cliniques, à savoir le premier d'entre eux, ce sont les douleurs de décubitus, ce sont des patients qui se plaignent de douleurs dans les masses musculaires, donc le mollet, la plante des pieds, en position couchée. En général, quand on interroge les patients au préalable, il y avait une notion de claudication qui s'est progressivement aggravée. Et ce sont des patients, comme l'a dit le docteur Jurus, qui ont tendance en général à dormir la jambe pendante ou en position assise. Pourquoi? Augmenter la pression hydrostatique pour améliorer la perfusion distale du pied. Est associé à ce tableau de douleur des cubitus une perte tissulaire associée, on va le voir, il y en a plusieurs formes, et associé également à une hémodynamique anormale, avec une pression de perfusion au niveau de la cheville ou l'orteil qui est effondré, ou un IPS, on l'a vu, c'est le rapport entre la prise de tension au membre supérieur et au membre inférieur qui sera inférieur à 0,4. Ce tableau en général est chronique, il évolue au-delà de 15 jours. Donc quand il y a tous ces critères, on parle d'ischémie critique chronique. Donc la physiopathologie de l'ulcère des plaies artérielles, c'est un contexte en général de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un sujet âgé, qui fume, diabétique, hypertendu, avec du cholestérol. Tous ces facteurs de risque cardiovasculaire vont créer des dépôts pariétaux dans les vaisseaux à destination du membre inférieur, c'est ce qu'on appelle l'athérome. Ces dépôts vont s'accumuler, gêner la lumière du vaisseau circulant et entraînant une thrombose. Là, on le voit ici. À ce niveau-là, on a une thrombose de l'artère fémorale superficielle. On voit bien que le phénomène est chronique puisqu'il y a de nombreuses collatérales qui sont installées. Donc, un sujet jeune à qui on va lier l'artère fémorale, ça va donner un tableau d'ischémie aiguë. Là, comme le phénomène est survenu sur des semaines et des semaines, les collatérales se développent et sont insuffisantes pour assurer l'intégrité tissulaire en aval. Donc, survient un phénomène d'hypoxie en aval, engendrant une nécrose d'orteil et des souffrances cutanées. Donc il y a deux types de lésions dans l'ischémie critique, l'ulcère artériel et les nécroses d'orteil. Qui dit ischémie, dit source d'infection, donc l'état de l'artère, c'est surtout celle-ci qui va engager un pronostic fonctionnel et vital. C'est une surinfection locale qui va faire flamber la nécrose et peut même compromettre l'espérance de vie du patient. Juste pour réintégrer un petit peu, donner des perspectives, on voit un patient comme ça avec une nécrose d'orteil ou un petit ulcère artériel, il faut bien se rappeler que c'est une maladie qui est gravissime. Quand on prend une population à 1 an, on voit un patient pour une nécrose d'orteil ou un ulcère artériel. On prend cette population de patients 1 an plus tard, il y en a encore la moitié qui n'a pas été amputée, il y en a un quart qui est mort, des complications cardiovasculaires, et un quart qui est amputé. Si vous prenez la même population 5 ans plus tard, il y en a quasiment la moitié qui est morte. Donc on s'adresse à une population qui est extrêmement fragile. Si vous rajoutez là-dessus l'insuffisance rénale dialysée, à 5 ans, plus que 5% qui est vivant. Donc c'est aussi grave que le cancer du pancréas. Pour le pied diabétique, je reviens rapidement. Comme l'a dit le docteur Jurus, étiologie multiple, à la fois une neuropathie sous-jacente qui touche les fibres sensitives, c'est des patients qui ne sentent plus leurs pieds, qui vont donc se frotter dans leurs chaussures, avoir de microdogmatismes, et comme ils ne le sentent pas, il n'y aura pas de réaction en regard. Neuropathie motrice, avec des orteils qui vont se rétracter, des points d'appui anormaux, et une neuropathie sur le système nerveux autonome qui va entraîner des troubles de la vasoconstriction, sécheresse de la peau et une hyperkératose. Ces points d'appui prolongés vont donner ce qu'on appelle le mal perforant, ou ici sur un gros orteil avec un hallux valgus sévère. L'atteinte artérielle du diabète est très spécifique, contrairement à l'atteinte artérielle du patient qui fume ou qui est hypertendu. Ça va donner une atteinte artérielle très distale,
en général une microangiopathie isolée, c'est-à-dire qu'on a un patient qui a des pressions de perfusion quasiment normales, et en fait qui va uniquement léser les microvaisseaux, et ce sont des atteintes artérielles calcifiantes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit ici, on a fait une radio du pied, et on voit les vaisseaux qui sont complètement calcifiés. Donc, le côté caricatural, c'est que le patient, le pied diabétique, souvent, c'est un patient qui a des vaisseaux qui circulent jusqu'en bas, mais c'est uniquement les micro-vaisseaux qui sont atteints. Qui dit sucre, hyperglycémie chronique, il y a une immunodépression locale qui va permettre des infections qui seront assez fulgurantes. C'est pour ça qu'il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Il n'est pas rare de voir un patient qui a une petite plaie qui, en 48 heures, va donner un tableau de phlegmon hyper sévère, voire même de gangrène gazeuse, comme on était amené à prendre en charge il n'y a pas très longtemps ici. Concernant le versant veineux, petit rappel anatomique, le drainage veineux du membre inférieur, c'est deux réseaux veineux en parallèle. Le réseau veineux profond, qui s'occupe de l'essentiel du réseau veineux, et puis du retour veineux, et puis il y a le réseau accessoire superficiel avec la veine grande saphène qui chemine sur la face interne du membre inférieur et la face postérieure du membre inférieur pour la veine petite saphène. Le retour veineux, veineux, c'est pas le cœur qui fait revenir le sang principalement, c'est surtout les contractions musculaires, la respiration, et avec un système de valvules anti-reflux qui fait que le sang veineux ne peut que remonter et ne redescend pas. Donc la physiopathologie de l'insuffisance veineuse est surtout superficielle, c'est une incontinence des valvules qui est souvent génétique, c'est des familles de gens qui sont variqueux. Cette incontinence fait que vous allez avoir une hyperpression hydrostatique qui va s'accumuler dans le tronc saphène, va contaminer des veines superficielles, et du fait de cette hyperpression, les veines vont se dilater et se distendre sous la peau avec le phénomène des varices. Concernant l'insuffisance veineuse profonde, eh bien, on va avoir deux types d'insuffisance veineuse profonde. La première, c'est les incontinences valvulaires qui sont souvent séquelaires de phlébite profonde. Et puis, il y avoir les insuffisances veineuses profondes dites obstructives, quand il y a alors, soit une phlébite qui ne se reperméabilise pas, soit une compression extrinsèque, comme on le voit ici sur un syndrome de Coquette, c'est quand la veine iliaque ici est comprimée par l'artère iliaque et qui pourra engendrer une phlébite et un tableau d'insuffisance veineuse profonde. La physiopathologie des ulcères veineux, eh bien, c'est cette hyperpression chronique veineuse qui va engendrer une stase veineuse capillaire. Ces vaisseaux se dilatent, sont poreux, avec une extravasation de fibrine, de plasma et de globules rouges. Cette accumulation de matériel, on va dire, pro-inflammatoire, va déjà gêner les échanges d'oxygène, engendrant une hypoxie avec une inflammation chronique locale. Ces phénomènes vont engendrer une ischémie cutanée et une ischémie tissulaire. Alors on voit la première phase. La première phase, c'est, on l'a dit, il y a des globules rouges qui vont sortir des vaisseaux, mourir dans le tissu sous-cutané. Les globules rouges sont riches en fer et vont accumuler des dépôts de fer dans le tissu sous-cutané. C'est la dermite ocre. On le voit ici, phénomène inflammatoire avec de l'eczéma en regard d'une volumineuse varice, l'atrophie blanche qui va souligner un phénomène ischémique débutant, et à terme, un ulcère variqueux va se créer. Donc si on compare rapidement, ulcère variqueux, ulcère artériel, le contexte clinique, l'ulcère veineux, un contexte de thrombose veineuse profonde, alors que l'ulcère artériel, c'est des patients qui fument, hypertendus, diabétiques. La localisation, c'est en général sur la malléole interne pour les ulcères variqueux, alors que les ulcères artériels, ça va être souvent sur les points d'appui, les points de compression. L'aspect, les ulcères variqueux, ils sont assez irréguliers, assez vastes, avec un fond sale fibrineux, alors que les ulcères artériels sont à l'emporte-pièce, avec un fond nécrotique. La peau périlésionnelle dans les ulcères variqueux, en général, il y a une dermite ocre, un eczéma, un œdème en regard, alors que dans les ulcères artériels, la peau elle est atone, dépilée, et froide. Enfin, sur la douleur, les ulcères variqueux sont assez peu douloureux et cette douleur modérée est quand même améliorée par la surélévation du membre. A l'inverse, pour les ulcères artériels, ils sont extrêmement douloureux et à l'inverse soulagés par la position d'équilibre. Et les poux périphériques sont absents dans les ulcères artériels. Ça, c'est dans les livres. On le voit, dans 20-25% des cas, les ulcères sont dits mixtes. Donc la démarche diagnostique, comme on l'a décrit, bien examiner, interroger les patients, ça va donner déjà une bonne idée de l'étiologie de ces troubles trophiques. Les examens paracliniques,
eh bien, on va s'appuyer sur les équipes de médecine vasculaire et surtout, et j'insiste, sur les centres de plaie experts. Il est clairement démontré que la prise en charge d'une plaie chronique dans un centre expert, eh bien, ça va considérablement améliorer la cicatrisation de la plaie et la conservabilité du membre. Donc les examens réalisés en premier lieu, c'est échodoppler veineux des membres inférieurs, l'échodoppler artériel qui, en fonction du type de lésion, devra nécessiter des examens complémentaires autres. Donc la prise en charge chirurgicale de la plaie sur insuffisance artérielle, eh bien c'est une revascularisation impérative. Ça ne se traite pas par des prises en charge médicamenteuses. Il faut systématiquement se poser la question d'une revascularisation, et on dit d'une revascularisation au plus près de la lésion. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des lésions qui sont combinées à l'étage iliaque, à l'étage fémoral superficiel. Il va falloir rechercher à revasculariser, on va le voir après, au plus proche de la zone ischémique, en respectant idéalement l'angiosome, c'est-à-dire qu'au niveau d'un pied, il y a 3 artères qui vascularisent le pied, la tibiale antérieure, la tibiale postérieure et la péronnière. Chacune va se répartir, on va dire, un territoire du pied, et il faut privilégier la revascularisation de la zone qui souffre d'un point de vue cutané. Le délai de revascularisation, c'est de la semi-urgence. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va opérer dans la nuit parce qu'il a un orteil noir. En revanche, c'est une prise en charge en semi-urgence. Dans les 15 premiers jours, déjà, on va faire le bilan de ces patients qui sont très fragiles. Et ensuite, on va essayer de les revasculariser, en général dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent le diagnostic. Donc le concept de la revascularisation, il va falloir essayer de restaurer un flux direct sur la zone ischémique. Donc là, on voit ce cas de figure ici. Hop, 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 hop. Un patient avec une occlusion fémorale superficielle qui englobe l'origine des artères de jambe. Premier cas de figure, un ulcère artériel dans l'angiosome de la tibiale postérieure. On va essayer de privilégier une revascularisation sur la tibiale postérieure. A l'inverse ici, ischémie critique sur le dos du pied, donc c'est plutôt le territoire de l'artère tibiale antérieure, donc on va privilégier une revascularisation sur cette tibiale antérieure. Donc on a 2 grandes familles de traitements en chirurgie vasculaire. Il y a le traitement dit endovasculaire, on va vous expliquer le concept, qui nécessite de travailler avec des rayons X. Donc là on voit, c'est le plateau technique qu'on a sur le Medipôle, une salle hybride, avec une occlusion ici de l'artère iliaque externe, on ne voit pas bien mais on est dans l'abdomen, l'iliaque primitive, l'artère qui va la fesse, c'est ici l'artère iliaque externe qui est occluse. Donc le concept d'une angioplastie, on le fait sous anesthésie locale, on pique l'artère fémorale. Alors là, on va traiter l'autre côté, c'est ce qu'on appelle une manœuvre de crossover. On positionne un introducteur, on utilise des guides qui vont nous permettre de faire demi-tour, de repérer par angiographie la sténose athéromateuse et qui va être, ou l'occlusion, et qui va être réouverte avec des ballons et des stents pour restaurer une hémodynamique correcte dans la zone ischémique. Pour ce faire, on a toutes sortes, je vais vous épargner parce que nous c'est un vrai catalogue, on a toutes sortes de stents, on a des stents rigides, des stents souples pour les zones qui sont mobiles, on a des stents qui sont étanches si jamais on explose l'artère en la dilatant. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on dilate une artère, c'est 8 atmosphères. Les pneus de votre voiture, c'est 2 atmosphères. Donc on dilate vraiment à haute pression. On a des stents qui sont enduits de produits actifs pour limiter l'hyperplasie intimale, parce que c'est traumatisant quand on va dilater ces artères. Donc on va diffuser de la chimiothérapie pour limiter une cicatrisation excessive. On a également des ballons actifs et on a même des petites fraises qui vont aller travailler les zones très calcifiées que l'on n'arrivera pas à dilater avec un petit ballon. En fin de procédure, l'artère c'est sous pression, donc si on enlève l'introducteur, ça saigne. Donc avant, on gardait les patients 24 heures alité avec un pansement compressif. Maintenant, on a ce qu'on appelle des dispositifs de fermeture percutanée. C'est des petits systèmes qui vont permettre de refermer l'artère directement et permettre aux patients de déambuler immédiatement. La sanction, c'est qu'on peut faire des dilatations en ambulatoire. Notre spécialité a la chance de connaître une évolution technologique spectaculaire. En 10 ans, je ne fais pas le même métier que quand j'ai commencé. La première des révolutions, c'est l'imagerie. Au début, on faisait avec des amplificateurs de blocs standards, petit écran, des rayons X qui n'étaient pas très performants. Maintenant, on bosse dans des salles hybrides, avec un grand écran, des outils d'imagerie, on déplace la table avec le bout du doigt. On peut même intégrer le scanner dans nos logiciels d'imagerie, ce qui fait qu'en 3D, on voit en permanence les vaisseaux du patient, c'est ce qu'on appelle de la fusion d'images. Et on le voit ici, là, j'ai eu la chance d'aller au siège de General Electric. Là, ce qui va arriver bientôt, c'est les masques à réalité virtuelle. On n'aura même plus d'écran et on va travailler nos images, comme quand on joue sur nos consoles, ouvrir notre dossier, zoomer, sans aucun écran, avec une qualité d'image qui sera spectaculaire. Et l'étape d'après,
c'est carrément travailler sans rayon X, avec de la résonance magnétique, où on va pouvoir naviguer avec nos petits guides. On aura intégré le scanner et on travaille sans aucun rayon X, parce que pour nous, comme c'est du quotidien, les rayons X, c'est vrai qu'on se prend pas mal de rayons. Donc l'objectif est de se protéger et également de protéger nos patients. Le matériel a considérablement évolué. Moi, quand j'ai commencé, en tant qu'interne, on avait 2 guides, 2 types de stents. Là, maintenant, on a des dizaines de guides qui sont plus ou moins rigides, plus ou moins longs, pour aller travailler tous les types de lésions. On fait même de la lithotricie endovasculaire pour aller casser les lésions calcifiées. Donc là, quelques exemples. C'est ce patient avec une occlusion iliaque qu'on a recanalisé avec un stent. Ce patient avec une occlusion iliaque primitive droite, on a également recanalisé sur toute sa longueur. Ce patient avec une occlusion de l'artère fémorale superficielle, traité avec un stent actif de l'artère fémorale superficielle. Ça, c'est l'endovasculaire. J'ai insisté plus longtemps parce que c'est quand même globalement l'avenir. Les techniques chirurgicales conventionnelles gardent toute leur place dans la prise en charge. Les 2 grandes familles de traitement, eh bien, quand les lésions sont très focales, par exemple au niveau de la bifurcation fémorale, on va aller ouvrir l'artère et retirer le séquestre athéromateux. C'est ce qu'on appelle une endartériectomie. Ensuite, quand les lésions occlusives sont longues, ici sur l'artère fémorale superficielle, on va effectuer un pontage pour prendre le sang oxygéné en amont et aller reperfuser la zone ischémique en aval. On va privilégier évidemment les pontages veineux, mais dans certains cas de figure, les gens n'ont pas de veine saphène suite à un stripping ou parce que la veine n'est pas de bonne qualité. Eh bien, on va utiliser des allogreffes veineuses qu'on a assez facilement sur Lyon, parce que l'entreprise est à Lyon, ou des pontages prothétiques en dernier lieu. Donc là, exemple, un pontage veineux sur l'artère poplitée basse ici, ou ici un pontage en allogreffe sur une artère péronnière. L'artère péronnière, souvent on rejette le péroné pour y accéder, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas l'os. Le choix entre la chirurgie, l'endovasculaire, eh bien, il va être poussé par plusieurs éléments. Tout d'abord, la localisation de la lésion, la longueur de la lésion. Si vous avez une occlusion qui fait 40 cm, on va éviter d'aller mettre 18 stents chez le patient, parfois le pontage sera quand même plus simple. La qualité du réseau d'aval, le capital saphène, ça joue énormément. Si un patient jeune opérable avec une très bonne saphène qui a une occlusion longue, on va peut-être privilégier une revascularisation par pontage parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Le risque opérateur du patient, ça joue beaucoup. On opère des patients qui sont très fragiles. Et l'espérance de vie et l'autonomie du patient. Il est évident, enfin moi pour ma part, un patient dément, je pense qu'il faut proposer une prise en charge palliative. Un patient qui ne déambule plus, aller revasculariser une jambe qui ne sert plus à rien, je pense que ça n'a pas d'utilité. Donc personnellement, je proposerais peut-être plus une amputation. Cas pratique, je vous ai fait ces petits schémas pour que vous compreniez. Sténose iliaque externe, occlusion courte de la fémorale superficielle. Ben là, on va proposer un traitement endovasculaire exclusif. En piquant à droite, on va dilater l'iliaque externe, recanaliser la fémorale superficielle en faisant une angioplastie. AEL, c'est angioplastie endoluminale. Autre cas de figure, occlusion longue, ischémie critique sur le pied, patient opérable, belle veine saphène. Là, on va proposer une revascularisation par pontage fémoro-poplité bas. Ce cas de figure-là, occlusion longue de la fémorale superficielle, sténose en amont, on va faire ce qu'on appelle une chirurgie hybride où on va les ponter et en amont, dilater dans le même temps l'artère iliaque donneuse du pontage. Contention et chirurgie vasculaire, on en parlait tout à l'heure. Il n'est pas rare que nos patients, avant une revascularisation, c'est indiscutable, il ne faut jamais mettre de contention sur un patient en ischémie critique. Une fois qu'il est revascularisé, souvent les patients présentent un œdème de revascularisation et quand il y a une plaie, ça peut être à l'origine d'un exsudat qui va irriter et empêcher la cicatrisation. Donc quand le médecin vasculaire va dire que la perfusion est correcte sur le membre inférieur, il est même recommandé de mettre en place une contention. Mais c'est sur avis médical. Mais de votre côté, quand vous voyez un patient ponté avec une contention, ce n'est pas une ineptie, c'est que c'était quand même réfléchi. Autre versant de notre spécialité, malheureusement, c'est le parage. Alors, la nature est bien faite. Si on laisse une plaie à l'air, il y aura un parage naturel qui va se mettre en place avec des asticots. Avant d'en arriver là, on va nous poser quand même la question à nous, à débrider, enlever la nécrose, enlever l'infection pour stabiliser le processus nécrotique. Malheureusement, dans certains cas de figure, on ne peut pas conserver une zone du membre inférieur. C'est pour ça qu'on procède malheureusement à beaucoup d'amputations. On va voir tous les niveaux d'amputation possibles. Amputation
transphalangienne en premier lieu, on va couper au milieu du gros orteil. Amputation transmétatarsienne d'un seul rayon à la base du quatrième orteil. Là, ici, on va procéder à une amputation transmétatarsienne parce que l'avant-pied n'est pas conservable. On voit ici. Ensuite, ces cas de patients avec un gros phlegmon, là, c'est un patient qu'on a pris en charge il y a 1 mois avec une gangrène gazeuse sur un mal perforant qui a flambé en quelques heures. Donc, malheureusement, amputation de jambe en urgence. Patient qui était arrivé avec les pieds momifiés à domicile, donc amputation de jambe aussi. Et à ce niveau-là, alors on n'a pas 50 endroits en fait. Soit on coupe ici, soit après directement en transtibial. Couper à ras la cheville, en fait, c'est pire que tout parce que le système des tendons sur le pied vont déformer la cheville et le patient ne pourra pas marcher. Il vaudra mieux une prothèse. Enfin, évolution nécrotique sur un moignon d'amputation de jambe, où clairement ce patient incurique est arrivé avec des troubles trophiques très extensifs, ce sera une amputation de cuisse. Voilà pour le versant artériel. Concernant la chirurgie veineuse, le concept de traiter l'insuffisance veineuse, eh bien, on ne sait pas réparer ces valvules qui sont incontinentes. Ça a été essayé de multiples fois, on ne sait pas les réparer. Donc le seul moyen, c'est de retirer ce vaisseau incontinent pour que le sang ne s'accumule plus et qu'il n'y ait plus cette hyperpression chronique. Donc il y a 2 versants. Il y a traiter le tronc saphène incontinent et retirer les veines superficielles qui sont malades. Donc on a ces 2 versants, c'est la chirurgie des troncs saphènes, qu'on va décrire après, et puis ensuite il y a la chirurgie des veines superficielles, à savoir les phlébectomies, et quand ces veines superficielles sont parfois en contact direct avec le réseau profond, c'est les ligatures de perforante. Donc le traitement récemment découvert et maintenant qui a pris une ampleur considérable pour traiter les troncs saphènes, c'est ce qu'on appelle les thermoablations. Donc il y a plusieurs façons de faire, il y a par radiofréquence, par laser, chacun a ses petits avantages et ses inconvénients, mais il n'y a pas de grande différence. Le concept, on va ponctionner sous échographie la veine saphène que vous voyez ici, monter un petit cathéter qui a pour propriété de chauffer très fort à son extrémité. On va appliquer une chaleur à 120 degrés sur la paroi de la veine qui va en réaction se scléroser et s'occlure. Donc le sang ne refluera plus à l'intérieur. L'alternative, quand les veines sont vraiment beaucoup trop grosses, on ne peut pas les chauffer assez, ou qu'elles sont trop superficielles, parce que le risque c'est de brûler aussi la peau, eh bien c'est de faire ce qu'on appelle le traitement historique, le stripping. On va récupérer la veine à la cheville ou au genou, au pli de laine, et la retirer complètement. Stripper, c'est arracher littéralement. Concernant la chirurgie de l'insuffisance veineuse profonde, c'est vraiment des niches, c'est des indications très rares. Alors avant, mes pères faisaient des chirurgies complexes aux résultats assez aléatoires. Maintenant, la chirurgie ouverte a quasiment plus sa place. Concernant le seul traitement pour lequel on proposera un traitement chirurgical, c'est quand il y a un syndrome obstructif à l'étage iliaque, on va recanaliser, comme pour les artères, avec des stents pour réouvrir la veine iliaque et permettre de limiter cette hyperpression veineuse en amont. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un ulcère qui est mixte? Et en premier lieu, il faut toujours traiter l'insuffisance artérielle en premier lieu. Et ce n'est que quand celle-ci est traitée qu'on se posera la question, au moins d'une contention et d'une chirurgie d'insuffisance veineuse, de compléter le traitement. Donc voilà, en conclusion, donc, la chirurgie vasculaire, on joue à plusieurs niveaux dans la prise en charge de ces plaies chroniques, mais je le rappelle, et c'est hyper important, c'est qu'on s'intègre dans le cadre d'une prise en charge un peu multidisciplinaire et d'un centre de plaies. C'est hyper important de montrer ces patients dans des centres de plaies. Voilà, je vous remercie. Je remercie le laboratoire Botier pour m'avoir sollicité pour vous parler d'un sujet, c'est un peu ce qu'on fait tous, nous, infirmiers et infirmières au quotidien. Donc c'est la base des soins à domicile. Alors au début, je me suis dit, ouais, non, facile. Oui, mais après le public que j'ai, je crois que j'ai à peu près 50% de libéraux, 50% d'hospitalières. Et je me suis dit, il va falloir réunir ces 2 groupes qui parfois ne se connaissent pas, qui parfois ne savent pas bien comment les unes et les autres travaillent. Et en fait, je vous rassure tout de suite, c'est la même chose. Donc tout va bien. On se détend. Je vous ai mis une petite photo finalement, cette petite icône de gravure de la gestion des plaies. Si on la regarde, on peut la regarder, on peut partir, vous avez tout quasiment dessus. Tout est quasiment dit, mais on va quand même essayer de travailler un petit peu plus. Alors, au commencement, c'est la prescription. Alors, ce que je vous ai mis là, ici, alors attendez, parce que mes lunettes, elles sont sur ma tête, mais un coup sur 2, je les ai pas comme il faut. Faut peut-être les mettre, hein. C'est le grand âge. Voilà.
Cette prescription, alors tout ce que vous voyez dans les PowerPoint, hein, c'est vu, c'est maison. Hein. C'est un patient qui nous a amené ça. Voilà, alors vous êtes infirmière et vous recevez ça. Bon, hein, mettre un peu de vaseline, mais pas en trop grosse quantité, plus. Bravo. Là, moi, je dis chapeau, hein, j'ai jamais vu aussi bien. Avec des noms, voilà, Sénophile, Sonophile, je ne sais pas, connais pas. Non, c'était pour dire qu'à la base, pour les médecins qui nous écoutent, pour que nous, les infirmières, nous fassions bien notre travail, nous avons quand même besoin d'une prescription qui soit détaillée, et notamment pour celles qui sont en ville. Donc, précise et détaillée, dire le type de plaie, c'est plutôt sympa. La fréquence des soins, le matériel, prescrire le bon matériel, ça fait gagner du temps à domicile. Après, pour les infirmières, quand elles ont une bonne trame, que c'est bien détaillé, le respect du protocole est plus facile et il faut le respecter car c'est la loi. Parce qu'on ne peut pas modifier un protocole sans accord du prescripteur. Donc ça, c'était, voilà, petit aparté. Ensuite, logique, il faut avoir et préparer le bon matériel. Moi, mon père me disait toujours, un bon ouvrier a des bons outils et a du bon matériel. Je pense que nous sommes des bonnes ouvrières. Donc, nous avons besoin de ce qu'il faut pour éliminer les déchets, laver le membre lésé, nettoyer la plaie, gérer la plaie localement, hydrater la peau en périphérique, finaliser le soin et ce qu'il faut pour assurer le suivi de cicatrisation. Alors ça, on se dit, ouais, mais c'est du temps, ça prend du temps. Non, parce que si la checklist, vous l'avez dans la tête, ça va être vite fait. Et en fait, vous allez gagner du temps en le prenant. C'est-à-dire que ce temps-là que vous allez dégager, c'est du temps que vous allez mettre au service de votre patient. Alors, je me disais, j'en parle ou j'en parle pas, l'installation soignant-soignant. Je vieillis, voilà. Et en vieillissant et ne faisant que de la plaie toute la journée, je commence à avoir un peu mal partout. Et je pense que nous avons tous en mémoire un patient qui « Ah non, mais moi je me lève pas, hein. Vous vous débrouillez ». Non. Je pense qu'il faut aussi solliciter nos patients pour leur faire comprendre que nous, quand on sera vieille et vieux, ils ne seront plus là et qui prendra soin de nous. Donc, il faut penser à votre ergonomie quand vous faites vos soins. Alors oui, parfois il faut prendre une chaise, parfois il faut s'installer, il faut lever un membre. Mais ça va dégager du temps, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision de votre plaie. Si vous avez des soins plus techniques, vous serez mieux installés, vous les appréhenderez mieux. Donc en fait, une bonne installation, c'est une meilleure gestion du soin qui va arriver. Alors le lavage, on a parlé de la dermite ocre. Hein. Donc là, sur cette jambe, vous me direz, c'est de la dermite ou pas? Oui? Ouais? Oui? Non? Alors, si je ne vous l'avais pas dit avant, et que je ne vous avais pas mis sur un membre propre, vous m'auriez dit, ah ouais, ça peut être de la dermite ocre. C'est de la crasse. D'accord? Alors ça, malheureusement, moi je le vois beaucoup. Moi, dans mes études infirmières, à la Croix-Rouge, on m'avait appris que quand on commençait un soin, on ne lave pas une plaie, on lave un membre. Hein? Donc ça, c'est un peu la base. On a quand même beaucoup de patients qui sont un peu crasse-pouilles, hein, voire beaucoup, qui ont une phobie de l'eau, hein, qui ne connaissent pas le savon, qui ne connaissent pas les gants. Bon, ne serait-ce que par respect pour ce qu'on va faire après, pour le soin qu'on fait, lavons la jambe comme il faut. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, ça, ce sont des amas de crème. Donc, à la base, l'idée y était, hein, c'est-à-dire hydrater la peau du patient. C'est bien. Alors après, ça dépend des produits, hein, mais hydrater sans laver, au bout d'un moment, ça vous fait ça. Voilà. Donc, la base du soin, c'est le lavage, et donc sur un membre propre. Ensuite, le lavage, nous, on est tous habitués, depuis l'école, à la pipette de sérum physiologique. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça doit être magique. Parce qu'alors, la pipette. Non, la pipette, on l'oublie, déjà.
Premièrement, c'est pas bon pour la planète, c'est du plastique. Hein, on est d'accord? Bon. Deuxièmement, il y a 2 millilitres. Moi, il faut m'expliquer comment vous pouvez laver une jambe ou une plaie avec 2 cc. Allez, même avec 45 cc, moi je prends pas. Troisièmement, c'est un peu de sel quand même. Hein. 0,9%. Ça fait 9 grammes par litre. C'est l'équivalent de l'eau de mer. Vous avez une plaie chronique, un peu à vif, et tous les jours, la gentille infirmière va vous mettre la jambe dans de l'eau salée. Peut-être que certains patients ne sont pas contents quand ils nous voient arriver. Peut-être qu'il y a des douleurs après les soins. Donc réfléchissez bien, le meilleur des lavages, et maintenant ça devient quand même un consensus assez international, c'est le lavage à l'eau sous la douche. Pourquoi? Parce que plus vous allez mettre de l'eau, plus vous allez diminuer la charge bactérienne. Donc déjà, vous allez éliminer les mauvais tissus, diminuer les mauvaises bactéries. Et en plus, ça va lutter contre le biofilm. J'en parle juste après. Deuxièmement, ça a un effet Karcher. C'est-à-dire qu'associé à un bon gel lavant de dermocosmétique, vous allez pouvoir ramollir vos tissus fibrineux, éliminer les petits déchets. Donc c'est très important. D'autre part, soit on demande au patient de le faire avant, ce qui permet un petit peu de le responsabiliser, soit, si ce n'est pas possible, on l'accompagne, on le fait avec lui, mais c'est justement aussi un moment de préparer le soin et de voir un petit peu l'état général du patient aussi. Donc, le meilleur ami, c'est la douche. Bon, mais quand nous avons Monsieur Martin, 85 ans, qui ne marche plus, c'est compliqué, comment on fait? Sachant qu'en plus, il a une baignoire. Donc là, ça va être compliqué de porter Monsieur Martin dans sa baignoire pour lui laver la jambe. Bon, une bassine, une bouteille d'eau, du savon, c'est tout aussi bien. Avec des gants, on aura une efficacité qui sera tout à fait acceptable. Mais parfois, nos chères infirmières libérales sont confrontées à ça. Ça, c'est une photo qu'on m'a envoyée un jour, hein, en me disant « C'est bien gentil de marquer lavage sous la douche, mais voilà la douche de mon patient. » Oui, effectivement. Donc, n'ayez pas peur. Là, on peut tolérer, effectivement, un peu de sérum phi. Et dans ce cas-là, privilégiez ou demandez plutôt les volumes de 500 ml qui, eux, sont remboursés ou les poches de perfusion. Ça vous fait des plus gros volumes et au moins, c'est pris en charge. Alors, le biofilm. C'est un peu mon dada, moi, en ce moment. Le biofilm, je pense que vous avez tous vu des plaies où vous dites « c'est pas vilain, mais ça bouge plus ». Ça, vous avez tous fait la remarque. C'est pas moche, mais ça bouge pas. Alors, là, je vous ai pris typiquement, on va dire, le classique, c'est-à-dire qu'il a un aspect de vernis. Hein, il y a un côté luisant. Le biofilm, c'est ça. Pour faire simple, c'est les bactéries de la peau qui vont venir se mettre sur votre plaie, parce que la plaie cicatrise en milieu humide. Donc, on va dire que c'est un équivalent des Bahamas, ambiance chaud et humide, hein, tranquille. Donc, les bactéries, elles sont bien. Comme elles sont bien, elles n'ont pas envie d'être délogées par vos soins, par l'action mécanique du changement de pansement. Donc, elles sécrètent un petit slime, un petit vernis pour être tranquille. Et ensuite, elles prolifèrent. Comme elles prolifèrent, au bout d'un moment, elles sont trop nombreuses et elles vont aller, diffuser autour de la périphérie de la plaie. Donc le consensus, quand vous repérez des plaies comme ça, qui ont cet aspect-là, c'est qu'il faut augmenter le séquençage des pansements. Donc, si vous êtes avec des pansements tous les 2 jours, il faut passer à des pansements tous les jours. J'ai bien de m'avoir. Hein. C'est parti. Il faut déterger et agresser la lésion quotidiennement. Il faut prendre en charge les berges de la plaie pour éviter la migration. Et il faut augmenter la fréquence des pansements. Alors ensuite, à domicile, il faut évaluer la plaie. Donc pour évaluer la plaie,
En gros, il faut savoir la décrire. Donc il faut retenir que vous avez 3 zones. Vous avez le lit de la plaie, les berges et ce qu'on appelle la PPL ou peau périlésionnelle. Alors, si on regarde aussi, il faut évaluer les exudats. Donc, parfois, on n'est pas toujours d'accord sur ça coule. On me dit souvent ça coule. Ça coule comment? Donc moi, j'ai mon petit truc. Un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout. Voilà. Donc je vous ai mis des exemples. Ça, c'est important, vous verrez, parce que ça va permettre de vous orienter sur quel type de pansement il va falloir que vous preniez par la suite. D'accord? D'autre part, les exudats, ils n'ont pas tous la même couleur non plus. Hein. Bon, si c'est du rouge, bien rouge, on peut dire que ça peut être du sang. Si ça coule beaucoup rouge, c'est qu'il y a un problème, il est peut-être plus bien en forme, votre patient. Hein. Ça peut être orange, donc c'est plutôt lymphatique. Ça peut être rosé, ça peut être véno-lymphatique. Ça peut être blanc épais, ça peut être du pus. Hein. Ça peut être avec une colonisation, ce sera vert, avec du pyocyanique par exemple. Et puis après aussi, les exudats, c'est important parce que vous avez les odeurs. Souvent, on dit, oulala, le patient, il a la jambe qui coule beaucoup, c'est certainement infecté parce que ça sent pas bon. Détendez-vous, déjà. Respirez. Petite chose, il y a les signes généraux de l'infection. Deuxièmement, les écoulements lymphatiques, ça coule la rage et ça pue la mort. Voilà, c'est clair. C'est une odeur aigre qui vous prend à la gorge. Ça remonte, ça sent très très mauvais. Le patient, il dit, moi je suis en train de pourrir. Alors non, c'est juste que ça coule beaucoup, ça macère, donc ça relance des odeurs qui sont très très prégnantes en plus, mais très désagréables. Et puis il y a aussi des pansements qui, quand vous les mettez, génèrent certaines odeurs qui ne sont pas sympathiques. Est-ce que vous en connaissez un? C'est le plus vieux des pansements. C'est le Comfil, le duoderme, les hydrocolloïdes. Ceux-là, ils ont ce qu'on appelle le pu-like, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous les retirez, s'il y a eu une plaie, hein, c'est une odeur de chou cuit, moisi. Voilà. Donc, ce n'est pas une infection, c'est une réaction normale avec le pansement. Mais déjà, si vous arrivez à repérer tout ça, vous allez être plus zen, et puis votre patient aussi, et vous pourrez le rassurer. Alors, les berges et la peau périlésionnelle. Alors, les berges, c'est très très important parce que il ne faut pas oublier que la cicatrisation, on est d'accord, elle se fait par le fond, hein, avec le tissu de granulation, et après par les berges, hein, puisque c'est là où vous allez avoir en fait le lieu de prolifération des fibroblastes, ce qui va vous permettre après de finaliser votre épidermisation. Donc, ce sont des lieux qu'il faut privilégier et qu'il faut traiter avec beaucoup d'attention. La PPL, la peau périlésionnelle, elle doit aussi être prise avec beaucoup de surveillance, elle doit être bien surveillée, parce que si vous avez des exudats qui sont trop importants, votre peau périlésionnelle, elle peut être brûlée. Certains patients, on considère qu'on est sur des brûlures du 2e degré superficiel, hein, rien qu'avec des exudats lymphatiques. Donc vous imaginez bien que c'est douloureux, que c'est difficile à prendre en charge, et qu'il va falloir trouver un pansement qui va pouvoir soulager, pas agresser. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Là, je vous ai mis des petits exemples. Hein. Par exemple, là, c'était un patient. Alors, il y a des intolérances cutanées, des eczémas, des érythèmes. Le patient, il a fait une allergie au pansement. Hein, là, on le voit bien. C'est bien, bien carré, bien tranquille. Donc, il ne faut pas oublier de le noter après pour pas recommencer. Là, on parlait, par exemple, de l'intérêt des berges. On se dit, ben, ce sont des petites plaies en fait, il y a beaucoup de cornes. Oui, mais ça, la corne, il faut l'enlever parce que comment voulez-vous obtenir une épidermisation sachant que vous avez du tissu hyperkératosique? Vous ne pouvez pas, ça ne se fermera jamais. Et puis là, ben, très joli moignon, et vous voyez bien que là, ça coule un peu trop. Il y a beaucoup de macération, donc c'est pareil. Votre épidermisation à partir des berges ne peut pas se faire. La peau périlésionnelle est trop abîmée. Alors ensuite, on va revenir, hein, on a fait PPL, berge, on a le lit de la plaie. Alors le lit de la plaie, en général, c'est ce que tout le monde voit en premier. Le lit de la plaie,
il faut pour pouvoir la prendre en charge, il faut parler la même langue. Donc l'avantage, c'est que vous ayez ça aux États-Unis, en Australie, en Papouasie du Sud ou en Allemagne, et ben vous allez utiliser la même échelle partout dans le monde. Elle est universelle, celle-là. C'est ce qu'on appelle l'échelle colorielle. L'échelle colorielle, elle va vous permettre d'exprimer en pourcentage, selon les 5 cases ici, les stades de cicatrisation. D'accord ? Ça va déjà permettre de savoir si vous êtes dans la bonne voie vers la cicatrisation ou si vous vous trompez. Et surtout, d'orienter sur le choix du pansement. L'échelle facile, nécrose, c'est noir. Fibrine, jaune. Bourgeonnement, rouge. Épidermisation, rose. On parle de l'infection s'il y a des zones vertes. Et il y en a une nouvelle pour ceux qui en ont un peu plus l'habitude, qui serait l'ID20 pour tout ce qui est justement granulome ou biofilm atypique. Mais on va rester simple pour l'instant. Retenez déjà, ça c'est bien. Alors une fois que vous avez fait les berges, la PPL, les exudats, le lit de la plaie, vous avez fait votre échelle colorielle, après il faut mesurer les plaies. Alors on n'a pas tous 1 mètre dans la poche, on est bien d'accord, mais en gros, prendre des tailles pour avoir une idée, longueur, largeur, profondeur. Alors, c'est peut-être un des seuls labos qu'il a, je ne fais pas de la pub, mais Brottier sur Algostérile, ils ont des petites réglettes qui permettent sur votre blister de voir et de vous en servir. Après, vous avez toujours une pince, vous pouvez mettre une pince à côté. Moi, je sais que de mon pouce à mon petit doigt, j'ai 20 cm, ça me donne déjà une idée, hein, ou calculer la longueur de votre index. Enfin, trouvez un truc, mais pour que vous ayez une idée de la longueur. Ensuite, il va falloir faire ce que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est-à-dire faire du sondage. Donc en général, quand on dit sondage, tout le monde dit « Ah non, non, mais moi je ne le fais pas parce que je vais faire mal à mon patient. » Blip, mauvaise réponse. Si vous le faites bien, un sondage, ça ne doit pas être douloureux. Mais pour ça, il faut être bien installé, pas à la va-vite, et que vous soyez en confiance avec votre patient. Donc le principe, avec votre pince, vous regardez si vous avez des décollements sous les berges, vous regardez si vous avez des fistules, si vous avez des pertuis. Ça, c'est important parce qu'on peut... Et surtout si votre tissu de granulation, ou si votre socle est solide. Parce que parfois, vous dites « Non, mais ça va ». Vous insistez un peu et paf, ça craque et vous trouvez en fait une énorme collection dessous. C'est très important parce que ce sont comme des angles morts et vous avez là une majoration du risque infectieux. Donc il faut vraiment faire ça. Pour les escarres, ça c'est pas une blague, les gros escarres, le meilleur moyen, vous prenez des gants stériles et vous mettez les doigts. Vraiment. On a un toucher, hein. Vous y allez tout doucement et vous glissez. Vous regardez. C'est le meilleur moyen de savoir si vous avez un contact osseux, si vous avez une ostéite. Donc, en gros, il faut vraiment sonder et regarder. Alors, pourquoi il faut faire ça? Alors, pour le côté sondage, on est bien d'accord, c'est le risque infectieux. Mais le principe de prendre des mesures, c'est surtout, ça va vous permettre, comme on travaille en équipe, d'avoir des données comparatives fiables à transmettre. D'accord? Et puis, pour votre patient que vous suivez au long cours, c'est aussi un signe que ça évolue. Parce que comme on fait les choses bien, ça évolue toujours bien. On est d'accord, hein? Donc, le principe, c'est le patient qui dit « Ah non, mais moi, je trouve que ça va pas, et puis ça avance pas, et puis c'est moche. » Et bien, vous lui dites « Mais pas du tout. Regardez. On a pris une photo, il y avait tant de centimètres, aujourd'hui on est à tel jour, regardez, c'est plus le même aspect et la plaie a diminué de temps. Donc ça c'est important aussi. Alors, évaluer et gérer les douleurs. Ça c'est aussi important. Alors la douleur, ça entraîne une synthèse de catécholamine, donc les petites hormones qui vont jouer sur attention acte douloureux. Ça va créer une vasoconstriction et donc une hypoxie locale. Donc nous, on a quand même besoin de beaucoup d'oxygène. Donc en gros, parce que je suis un peu en retard et que je suis très bavarde, la douleur, c'est quelque chose qui va modifier l'intégrité de l'épiderme.
ça va générer une perte de sommeil, une perte d'appétit de votre patient, et donc ça va majorer votre retard de cicatrisation, d'accord? Donc, toujours essayer de voir aussi de donner des antalgiques avant vos soins. Alors, déterger la plaie, ça on y arrive petit à petit. Quand on ne sait pas faire, c'est pas grave. Mais par contre, il faut apprendre, il faut toujours essayer, d'accord? Il y a plusieurs méthodes pour déterger les plaies. Vous avez les curettes qu'on trouve dans les sets à pansement, qui sont comme elles sont, mais qui ont au moins le mérite d'exister, d'accord? Donc, on n'est pas obligé d'enlever tout d'un coup, mais petit à petit, on peut y arriver. Sur certaines fibrines, si vous les avez bien ramollies, eh ben, une compresse sèche va vous permettre de retirer la fibrine. Ça ne vous demandera pas de geste dangereux, ok? Et puis, pour les plus expérimentés, le bistouri, le scalpel. Hein. Mais c'est vrai que c'est bistouri et scalpel, c'est quand même bien sur les hyperkératoses pour les enlever. Après, formez-vous, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir peur et de pouvoir maîtriser ces gestes-là. Petit rappel, toutes les détertions sur les membres inférieurs ne peuvent être faites que si vous êtes sûr que vous n'avez pas d'artérite. Si vous faites une détertion sur un pied artéritique non revascularisé, vous allez majorer la lésion. Donc, pas de Doppler, j'y vais pas. D'accord ? Alors, le choix du pansement. Respect de l'équilibre, favoriser le milieu humide, maintenir la chaleur, protéger la peau, pas générer de douleur. Donc, en gros, c'est noir, il faut que je ramène de l'eau. C'est jaune, il faut que je déterge en choisissant le pansement en fonction de la qualité des exudates qui coulent, d'accord? Phase de bourgeonnement, il faut que je j'aide le tissu de granulation à bourgeonner. Et phase d'épidermisation, je protège et en général, je fais des pansements moins souvent pour limiter le risque d'arrachement. Alors ça, c'est le mal de toutes les équipes, hein. C'est que dès qu'on prend son poste, on se dit, je vais ouvrir le pansement, puis on dit, ah non, mais ça va pas du tout. Oui, mais ce qu'on l'a vu avant. Non, mais on se dit, ça va pas. Bon. Donc déjà, ne changez pas tout le temps. Et puis quand on ne sait pas, ben on dit, ah ben je vais mettre ça, ou alors qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre jour à la formation? Ah ouais, c'est ça. Alors voilà, donc non. On évite les pansements sandwich. Hein. On évite de mettre, par exemple, un alginate avec un sorbacte par-dessus qui n'est pas au contact de la plaie. Ça, je ne comprends pas. On évite de mettre du gras avec un pansement qui ne devient plus actif quand il y a du gras. Donc en fait, évitez les pansements sandwich. D'autre part, évitez les pansements adhésifs. Sous de la compression, aucun intérêt. Il n'y a pas besoin, il tient. Sur un patient qui est alité, qui ne bouge pas, qui a des protections, que vous allez changer 4 ou 5 fois par jour, pourquoi aller lui mettre des pansements adhésifs qui risquent d'abîmer encore plus la peau périlésionnelle? Aucun intérêt. D'accord? Donc, laissez du temps au protocole aussi. Ça, c'est bien. Hein, ça prend du temps, la cicatrisation. C'est l'école de la patience. Et puis, à la maison, autre petite chose, vous avez eu, il faut laver, déterger, mettre en place tel truc, et mettre en place de la compression ou surveiller. On est les garants que le traitement de l'étiologie soit bien respecté. Donc là, je vous ai mis malperforant plantaire, amputation, escarre, il faut décharger. Si vous avez un pied diabétique, vous voyez votre patient, vous savez qu'il a un trou dans le pied, vous le voyez, il n'a pas de chaussures de décharge, il marche comme vous et moi. La décharge n'est pas en place. Une décharge, c'est 24 heures sur 24, ça ne peut pas marcher. Si votre patient en dialyse a des escarres du talon qui passent 4 heures pendant sa séance de dialyse sur un lit normal, sans mousse de décharge, votre escarre du talon ne va pas cicatriser. Ce n'est pas un problème de pansement. Donc en fait, revenez toujours sur l'étiologie. C'est pareil pour gérer la compression. Alors, le docteur Tissot faisait un petit panel, moi j'en ai aussi. Là, c'est des patients, en fait, ils ne veulent pas qu'on leur prenne le talon parce qu'ils ne peuvent plus se chausser. Bon, on sait, c'est compliqué, mais il faut vérifier. La compression, c'est pareil. C'est opérateur dépendant. Plus vous allez en poser, plus vous allez avoir l'habitude, moins vous allez comprimer trop serré.
Et puis parfois les patients qui n'ont pas l'habitude d'avoir de la compression, si vous les comprimez trop au début, forcément ils ne vont pas la tolérer. Forcément. Donc il faut savoir parfois un peu relâcher du lest. Petit rappel, pour toutes les bandes de compression, la prise du talon, elle est automatique et systématique. D'accord? Donc là, c'était le petit rappel, je le passe, qu'a fait le docteur Tissot, hein, sur les types de compression. Et enfin, traçabilité et suivi. C'est-à-dire que quand vous prenez en charge un patient, regardez toujours l'ancien protocole qui est mis en place si vous y avez quelque chose qui ne vous va pas. Recherchez des photos, prenez des photos, mettez-les dans les dossiers. Réévaluez l'état général de votre patient. Un patient qui se dégrade, la plaie va se dégrader. Ce n'est pas le pansement qui ne marche plus. C'est une vision globale qu'il faut avoir. Laissez du temps au protocole. S'il a été changé lundi, ne le changez pas le mardi. Si vous avez un problème, faites appel à un ami, hein, à quelqu'un qui a plus l'habitude. Faites des transmissions précises à vos équipes, hein, détaillez, comme on l'a dit, la localisation, les mesures, le type de plaie. Et prenez des photos, prenez des bonnes photos, parce que moi j'en reçois beaucoup des photos, et les photos exploitables c'est intéressant, donc prenez une photo un peu loin, qu'on sache où c'est, bien éclairée, et après zoomez. Parce que les photos de 3/4 dans le noir, sans lumière, c'est un peu compliqué après pour répondre. Hein, voilà. Je vais vous faire un petit exposé sur la rhéophérèse. C'est une technique qui n'est pas hyper récente, hein, mais on l'utilise maintenant depuis plus de 10 ans. Et donc, on va un petit peu rebondir sur les problématiques de plaie en dialyse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'imagine qu'on a pas mal déjà parlé de l'artérite aujourd'hui, mais que l'artérite est quand même, là où une pathologie qui est sous-diagnostiquée, et que pour nos patients en dialyse, c'est assez compliqué de savoir quand ils présentent une plaie, si c'est l'artérite qui parle ou si c'est autre chose. La plupart de nos patients sont aussi diabétiques, et le premier examen qu'on doit faire devant toute plaie chez nos patients, c'est un Doppler vasculaire, pour avoir un petit peu un état des lieux, et savoir si finalement c'est les gros troncs qui sont atteints ou si c'est la microcirculation. On sollicite bien évidemment nos collègues chirurgiens vasculaires dès l'instant où il y a un geste chirurgical qui est prévu et qui est envisagé, mais la plupart du temps malheureusement c'est la microcirculation qui est atteinte, et en fait c'est finalement comme s'il y avait des dépôts de moyennes molécules qui se faisaient tout au bout de l'arbre vasculaire, et qui allait encrasser donc les vaisseaux et qui allait générer parfois des microcalcifications et parfois donc des petites plaques de nécrose. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir essayer d'agir en amont et d'éviter bien évidemment d'avoir des amputations et des nécroses qui évoluent. Alors c'est quoi la rhéophérèse ? C'est une sorte de cousin des échanges plasmatiques. Ça va nous permettre, nous, finalement, d'aller nettoyer le sang de façon intelligente et sélective. Et en fait, l'idée, ça va être donc de réaliser une technique, une thérapeutique extracorporelle pour aller enlever les moyennes molécules du plasma qui viendraient s'accumuler dans la microcirculation. Donc, en gros, c'est comme si, finalement, votre sang était un petit peu trop visqueux et il fallait, en fait, le diluer ou en tout cas enlever ces moyennes molécules qui génèrent finalement des sortes de points nécrotiques ou même parfois des plaies de nécrose. Et donc les principaux symptômes de ces problématiques-là, c'est souvent les patients se plaignent de douleurs, souvent lors du décubitus, et il y a parfois pas forcément des plaies importantes, c'est même parfois des plaies qui sont punctiformes mais qui sont très très douloureuses. Donc la rhéophérèse nous permettrait à la fois d'améliorer la douleur en améliorant la microcirculation et de permettre une amélioration de la cicatrisation des plaies. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si on faisait une double filtration du plasma. Donc, ce n'est pas pareil que la dialyse. La dialyse, grossièrement, on va enlever les déchets, on va enlever plutôt des microparticules, on va même parfois aller jusqu'à éliminer le phosphore en trop, l'urée, bien évidemment la créatinine. Et nous, ce qu'on veut plutôt enlever là, c'est plutôt une élimination sélective du fibrinogène, de l'alpha-2 macroglobuline, des immunoglobulines de type M, et surtout le LDL et le VLDL.
Alors ça peut poser quand même problème parce que finalement, quand on réalise ce type de technique, on peut parfois avoir une carence en immunoglobulines, et c'est aussi pour ça qu'on est obligé de contrôler l'électrophorèse des protéines sériques. Donc là, je vous ai schématisé en gros la double filtration du plasma. Alors, juste le pointeur. Ah, ok, merci. Donc en fait, là, c'est donc les éléments du sang, avec de ce côté-là, ce qui va être restitué au patient, ce qui est utile, et bien sûr, on le restitue au patient. Vous allez me dire pourquoi on lui restitue la créatine et l'urée, alors que finalement, chez les dialysés, on pourrait l'enlever. Mais parce que souvent, on combine cette technique avec l'hémodialyse, et donc du coup, c'est plus facile pour nous de restituer l'ensemble des petites et des moyennes molécules. Et finalement, on va soustraire au patient cette partie-là. Donc essentiellement, les immunoglobulines de moyen poids moléculaire, fibrinogènes et le LDL cholestérol. Alors, les indications en dialyse, elles sont quand même assez sélectives. Donc c'est finalement toute lésion chronique non infectée avec atteinte de la microcirculation. Un grand globalement, dès l'instant où le Doppler nous dit qu'il n'y a pas de geste chirurgical envisagé et qu'on a une atteinte donc de ce type-là, avec parfois même juste des lésions punctiformes, dès l'instant où on authentifie une atteinte de la microcirculation, on peut proposer ce traitement-là. Alors je vous ai mis quelques autres étiologies, comme par exemple les emboles de cholestérol. Et parfois, ça peut même être indiqué suite à une amputation, juste pour améliorer la microcirculation et en gros améliorer la cicatrisation du patient, de la plaie du patient. Pardon. Vous connaissez aussi probablement peut-être la calciphylaxie, qui est un dépôt en fait c'est une formation de cristaux de calcium et de phosphate au niveau donc de la microcirculation. Ça fait des agglomérats et ça crée du coup des petites plages de nécrose qui peuvent s'étendre. Et on peut aussi proposer cette technique de réophérèse pour aller un peu mieux épurer donc le calcium, le phosphore, combiné à la dialyse, ainsi que tout ce qui est mauvais cholestérol et fibrinogène. Alors, il n'y a pas énormément de contre-indications de la réophérèse. Il faut que le patient présente une plaie qui soit non infectée. On sait que l'infection des plaies est contre-indiquée dans ce cadre-là. Et puis ensuite, il faut qu'il ait un état cardiovasculaire plutôt stable, puisque généralement, on combine la réophérèse avec l'hémodialyse. Il faut que l'hémodynamique soit stable. Ce qui peut poser problème, c'est quand les patients ont une insuffisance cardiaque assez prononcée avec des grosses prises de poids interdialytiques, parce que du coup, on a du mal à combiner la réophérèse avec l'hémodialyse, parce que souvent, pour que la réophérèse soit bien tolérée, on ne fait pas d'ultrafiltration pendant à peu près 1 heure, ça dure à peu près 90 minutes. Et pendant cette période-là, on fait rarement de l'ultrafiltration pour que ça soit bien toléré. Donc après, forcément, il y a beaucoup de poids à éliminer sur le temps qui reste d'hémodialyse et ça peut être un petit peu compliqué chez les patients cardiaques. Donc là, je vous ai juste représenté les deux machines qui sont mises côte à côte du patient. La durée du traitement, initialement, on prévoit à peu près entre 6 et 8 semaines. Comme je vous l'ai indiqué, couplé à l'hémodialyse. Dans de très rares cas, on peut l'associer à l'oxygénothérapie hyperbare. Et la surveillance, elle va se faire à la fois sur le plan clinique en faisant des photos au moins 1 fois par semaine. On va évaluer la douleur du patient à chaque séance de dialyse. Et au plan biologique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va aussi vérifier au niveau de l'électrophorèse des protéines l'élimination de nos molécules. On va également faire doser le fibrinogène et tout ça à J0, J15, J30 et J90. Et donc là, quelques études. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites pour la réophérèse, notamment, il n'y a pas beaucoup de patients inclus. Et là, je vous ai donc mis quelques photos qui ont été prises au tout début du traitement, puis à la fin, avec finalement, on a quand même nous constaté que le traitement devait être vraiment prolongé, plus que 8 semaines, avec des résultats qui sont plutôt efficaces sur la douleur et pas on va dire, fantastique et très radical sur l'évolution de la plaie. Et malheureusement, dans notre cas de figure, à nous, dans notre centre, on a souvent recours à l'amputation et la segmentation parce que ça ne suffit pas. Voilà, mais en tout cas, c'est une technique qu'on met en place systématiquement parce qu'on a quand même l'impression que les patients sont soulagés au niveau douleur.
L'oxygénothérapie hyperbare, c'est un peu une niche, c'est pas très connu. Il se trouve que je bosse au caisson en plus de ce que je fais ici, donc je peux en parler facilement. Le caisson de Lyon, voilà, je vous le montre parce que c'est le seul caisson en France qui soit décoré comme ça, qui est très joli, avec des fonds sous-marins. Bon, ça c'est l'extérieur, donc forcément les patients ne voient pas forcément à l'intérieur, mais c'est quand même assez sympa. Alors, quel est le rôle de l'oxygène dans la cicatrisation? Là, je vous ai juste mis quelques petites photos de la calciphylaxie dont Solène vient de parler, donc on va pas y revenir. Comment ça marche en fait? Pourquoi on met les gens dans un caisson? Parce qu'en fait, on va majorer la pression. Vous connaissez tous la loi de Boyle-Mariotte qui fait que pression et pression-volume, c'est une constante. Donc plus on augmente la pression, plus le volume diminue, ce qui va donc majorer les pressions tissulaires en oxygène. La deuxième loi, c'est la loi de Henry. C'est ces deux grands principes de l'oxygénothérapie hyperbare. C'est que la quantité de gaz dissous dans le liquide va être proportionnelle à la pression exercée. Donc, plus on met les gens à une pression élevée dans le caisson, plus ils vont être, l'oxygène va être augmenté dans la pression artérielle. Qu'est-ce que ça a comme effet, cette augmentation des pressions? En fait, il y a 4 effets, enfin surtout 3 majeurs qui vont nous intéresser en termes de cicatrisation. Je vous les ai résumés ici. Un effet sur la microcirculation, en fait, c'est assez paradoxal, c'est qu'il va y avoir une vasoconstriction dans les territoires sains, qui fait qu'il va y avoir une redistribution sur les territoires qui auront le plus besoin d'oxygène, sur les zones hypoperfusées. Il y a un effet anti-infectieux avec une action bactéricide sur les germes anaérobies et un effet bactériostatique sur les aérobies, et ça va également activer les polynucléaires. Et enfin, il y a un effet métabolique sur l'activité des fibroblastes. Ça augmente la synthèse du collagène, ça augmente la fabrication de néovaisseaux, en fait la néoangiogénèse, et ça va stimuler les ostéoblastes. Donc tous ces effets cumulés font qu'on va avoir un effet sur la cicatrisation. Donc les sociétés savantes que sont Medsubip en France et la Société européenne de médecine hyperbare ont écrit des recommandations et des conférences de consensus qui sont validées également par la HAS. Donc dans les plaies, on retient les actions, les effets cumulatifs des actions spécifiques que je vous ai exposées. Et donc on va avoir cet effet également sur le côté infectieux. Les recommandations, donc sur le dernier consensus européen, donc il y a maintenant pas loin de 10 ans, l'oxygénothérapie hyperbare, donc OHP c'est l'oxygénothérapie hyperbare, est recommandée en présence de l'ischémie critique, mais en fait il y a une condition, et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il faut que la mesure de la pression transcutanée en oxygène augmente quand on va mettre le patient au caisson. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente qu'il y ait une réactivité des tissus et de la peau, parce que s'il y a le même statut en air ambiant ou au caisson, en fait, ça n'a aucun intérêt de lui imposer ces 3 heures de caisson 3 fois par semaine. Donc, on ne va pas traiter les patients qui ne répondent pas à la TCPO2 sous oxygène. Il n'y a aucun intérêt à mettre les patients au caisson s'ils ont une vascularisation normale. On ne va pas majorer, on ne va pas augmenter le temps de cicatrisation. Seuls les plaies hypoxiques vont pouvoir répondre. Et il faut y penser vraiment à chaque fois qu'il y a une hypoxie, notamment microcirculatoire. On sait que le patient a été revascularisé. C'est évidemment pas un traitement de première intention, c'est un traitement complémentaire à toute la prise en charge qui a été évoquée dans l'après-midi. Là, je vous ai mis la plupart des indications qui sont retenues par les différentes conférences de consensus. Donc les recommandations, c'est que le patient est bien sûr évalué, on a corrigé l'ensemble des facteurs systémiques et des locaux. Il n'y a plus de possibilité de revascularisation et on va utiliser donc la mesure de la TCPO2. Ce n'est pas un traitement de dernier recours, il faut vraiment y penser. Et quand on bosse au caisson, on voit qu'il y a vraiment des patients qui arrivent de tous les horizons, y compris d'hôpitaux très loin, parce que le caisson de Lyon gère 18 départements. Et c'est un moyen thérapeutique auquel il faut penser. En plus, ce n'est pas une révolution, mais c'est un plus qui peut aider par ses actions, comme je vous l'ai dit, à la fois métaboliques, anti-infectieuses et sur la microcirculation.